Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Il manque quelques participants qui se sont inscrits, mais bon, je pense qu'ils viendront, je l'espère, en cours de route de ce webinaire. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire via le chat pour qu'on puisse, pour que je puisse rectifier le tir si besoin. Je ne sais pas si Monsieur Coste est revenu ou pas, donc il s'était connecté en premier. Oui, donc il a l'air d'être là, c'est bon. Je voulais pas démarrer. Bonjour. Je voulais pas démarrer sans que vous soyez présent. Voilà. Donc bienvenue, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc bon, ce petit webinaire sera en petit comité finalement, donc il n'y a pas eu tant de succès que ça au niveau des inscriptions. Mais bon, on va tâcher donc de donner de l'information. C'est le but un peu de cette présentation et de cette visioconférence. Voilà. Donc ce webinaire durant lequel nous allons parler des réseaux de chaleur qui semble être une belle alternative pour la chaleur la chaleur qui permet de produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire dans les communes ardéchoises. Cet événement donc, il est organisé dans le cadre du contrat chaleur renouvelable que je vais détailler un petit peu après pour rappeler un peu le contexte. Voilà. Donc avant de démarrer officiellement ce webinaire, je vais juste demander, bon, je crois que tout le monde l'a fait, c'est de bien se renommer. Donc, bien identifier qui vous êtes et qui est-ce que vous représentez, quelle structure vous représentez. Voilà, pour que s'il y a des questions derrière, on puisse y répondre. Et si on n'arrive pas à y répondre durant ce webinaire, que l'on puisse les traiter après coup. Voilà. Donc, j'ai mis une petite diapositive qui permet d'expliquer comment faire pour se renommer. Donc, moi, j'ai mis mon nom, prénom et ma structure. Donc, si vous avez besoin de faire de même, il faut aller sur les petits personnages en bas où il y a marqué participant, cliquer sur Moore, se renommer et donc indiquer votre nom et la commune ou la collectivité représentée si c'est cela ou sinon votre structure de manière générale. Voilà. Donc, bon, pour favoriser le débit Internet, je n'ai pas besoin d'en dire plus puisque apparemment tout le monde a déjà coupé sa caméra. Donc après, sauf Monsieur Coste qui va intervenir juste après mon introduction. Donc là, tout le monde a coupé son micro, pas besoin d'en dire plus. Je passe directement au déroulé de la présentation. Donc au sommaire donc, de ce webinaire, je vais commencer par une petite introduction pour rappeler, comme je disais tout à l'heure, le contexte du fameux contrat chaleur renouvelable. Voilà, et un peu aussi le contexte avec des chiffres d'un inventaire qui date d'années antérieures sur la forêt, donc la forêt ardéchoise et la ressource disponible. Voilà. On poursuivra avec la présentation du cabinet COST, donc des principes de fonctionnement des réseaux de chaleur, avec quelques exemples à la clé pour illustrer un peu en quoi ça consiste un réseau de chaleur, des réalisations qui ont été suivies par leur bureau d'études. Voilà. Et je clôturerai ce webinaire par une présentation du contrat chaleur renouvelable. Donc, le dispositif qui court actuellement sur l'ensemble du département ardéchois. Voilà. Donc, c'est parti, on peut commencer. Donc, le contrat chaleur renouvelable, en fait, il est à l'origine en fait des contrats de transition écologique, donc qui ont été co-construits à partir de projets locaux, qui ont été rédigés par les collectivités locales, l'État, qui sont remontés jusqu'à l'État et qui font intervenir différents acteurs du territoire. Donc, comment dire,
ces contrats de transition écologique. Donc, ils fixent un programme d'environ une centaine d'actions opérationnelles sur environ 3 ans. Et donc, ils ont été signés par le département de l'Ardèche courant 2019. Voilà. Donc, comment dirais, je compléterai un petit peu plus tout ce qui concerne le contrat chaleur renouvelable en seconde partie, quand on va rentrer un petit peu dans les détails de en quoi ça consiste exactement et qu'est-ce qu'on peut, bénéficier lorsqu'on fait appel à ce dispositif-là. Voilà. On va directement entamer avec le contexte de la filière bois en Ardèche. Avec des chiffres donc d'un inventaire qui date de 2013. Donc l'idée, c'est de mettre en avant un peu la ressource qu'il y a et qui est une des clés du développement de la chaleur renouvelable ardéchoise. Voilà. En Ardèche, on a pas mal de soleil, mais on a aussi une ressource forestière qui peut être exploitée pour produire de la chaleur renouvelable et éviter que l'on soit trop dépendant en fait des énergies fossiles qui ne sont pas produites localement. Donc le potentiel estimé de forêt exploitable, donc une donnée qui vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur le site Terristory, c'est 308 000 hectares exploitables en termes de forêt voilà, voilà, c'est un chiffre, ça ne veut pas dire qu'il faudrait raser cette forêt pour en faire du bois énergie, du bois d'œuvre ou autre. C'est juste que par rapport au potentiel ardéchois, il y a des possibilités. Donc l'idée, c'est de montrer un peu les ordres de grandeur de cette ressource pour qu'on puisse comprendre ce que l'on exploite aujourd'hui et le potentiel que l'on a, la perspective que l'on a par rapport à demain. Donc sur cette ressource forestière, qui a été identifié comme exploitable. Il y en a 153 000 hectares dont la pente reste assez accessible pour permettre à des engins de venir faire des tailles donc, et récupérer une certaine quantité de combustible, enfin pas de combustible mais de bois, voilà, de bois de manière générale. Tous les ans, en moyenne, l'accroissement de cette forêt, il est plus ou moins de 5 000 hectares par an. Voilà, donc c'est quelques ordres de grandeur qui vont nous servir pour la suite. Donc, dans cet accroissement, donc, pour donner un ordre d'idée, en Ardèche, aujourd'hui, on récolte 1800 hectares en moyenne par an de bois. Donc, ce bois, il est destiné à plusieurs usages, plusieurs secteurs. Donc, on voit que la principale partie de la récolte est plutôt orientée sur le bois d'œuvre. Voilà. Avec quasiment plus de 60% de sa part. Voilà. Le bois énergie, lui, ne représente que 23% de la récolte moyenne, soit environ 414 hectares par an. Donc, si on doit faire un petit ratio, c'est juste pour rassurer un petit peu le développement utilisant du bois énergie, c'est la principale ressource qu'on peut utiliser ici en Ardèche. Déforester le territoire. Aujourd'hui, le bois énergie qui est récolté, donc les fameux 23%, ça représente en fait environ 8% de l'accroissement annuel de la forêt. Donc en fait, on ne récolte pas ce qui est existant sur pied, on récolte une sorte de renouvellement en fait de la forêt. Voilà. Donc c'est vraiment une ressource qui est quand même pas mal abondante et qui a un potentiel de développement vraiment intéressant et qui serait vraiment vertueux de mettre en avant pour changer notre rôle, notre relation avec les systèmes de production de chaleur. Donc c'est pour donner un ordre de grandeur,
c'est 414 hectares de bois énergie récoltés par an. Mais ça représente, si on fait des petits ratios de calcul de production d'énergie par le bois énergie, c'est 133 gigawattheures d'énergie. Donc c'est un chiffre qui ne parle pas forcément à tout le monde. Et bon, voilà, c'est ce chiffre-là. Aujourd'hui, si on fait des projets de petits réseaux de chaleur sur des communes avec une mairie, une école qui serait raccordée, bon, selon bien sûr les consommations du bâtiment, on pourrait quasiment faire 1600 projets de production de chaleur avec cette quantité d'énergie-là. Voilà. Donc, c'est le fait de développer les réseaux de chaleur voilà, ne vont pas générer une tension vraiment mesurable au niveau ardéchois vis-à-vis des forêts. Et c'est vraiment un point que je tenais à souligner. C'est pour ça que je voulais rappeler un petit peu ce contexte-là. Donc, au niveau des réseaux de chaleur en Ardèche, donc on a le cabinet Coste qui expliquera un petit peu le fonctionnement juste dans quelques diapositives. Donc, on a pas mal d'installations sur différentes communes qui sont déclarées entre guillemets sur le site Terristory qui m'a servi de source pour sortir cette carte que je vous présente là. Voilà. Donc, il y en a certainement plus que ce qui est indiqué. Parce que là, ce que je pense dans ces informations-là, c'est que c'est des réseaux de chaleur où il y a potentiellement revente de chaleur. Il existe différents types de réseaux de chaleur que l'on verra tout à l'heure. Mais donc, c'est pour donner un ordre d'idée du nombre d'installations que l'on a en Ardèche et que bon, il y a encore pas mal de choses qui sont à faire. On a pas mal un éventail pas mal intéressant à développer sur ce volet-là. Juste pour rappeler quelques raisons de passer à l'action et de se lancer dans les réseaux de chaleur, donc qui, dans le cas de figure que je présente, utiliserait du bois énergie. Ben, l'idée, c'est voilà, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles donc, de notre territoire, sachant qu'on a une ressource qui est abondante, qu'aujourd'hui l'on exploite très peu pour une utilisation pour une production de chaleur locale. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un des points qui est vraiment très important, c'est remettre ce que l'on a de disponible sur le territoire et l'utiliser à bon escient. Voilà. L'idée aussi de développer des réseaux de chaleur dits vertueux, donc qui utilisent des énergies renouvelables, ça permettrait aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc le bois en lui-même, lorsqu'il rentre en combustion, en fait, émet du CO2 qui est recapté par la forêt existante et qui va le refixer au sol. Donc, de manière générale, c'est pas complètement neutre, mais on approche quand même d'une situation un peu neutre. Et dans ce sens, par rapport aux énergies fossiles, on est plutôt bien positionné pour assurer la production de chaleur sans émettre trop de CO2 et autres gaz à effet de serre. Le bois énergie est également voilà, un levier qui permet de maîtriser sa facture énergétique dans le temps. Là, on le voit avec le fil d'actualité que le prix des énergies fossiles ou même nucléaires évolue et ont une tendance à l'augmentation. Et que du coup, on a du mal à fiabiliser, maîtriser en fait ces factures énergétiques. Ça va dépendre un petit peu du marché. Le bois énergie ici, s'il est récolté localement, permet donc une valorisation et un coût plus que ce que l'on a avec les énergies plutôt conventionnelles. Donc c'est une des raisons aussi qui peut vous permettre de vous orienter vers ce genre d'installation. L'idée aussi, c'est que si on
on valorise en fait toute cette ressource qui est disponible abondamment et localement. On va développer l'activité économique du secteur qu'on ne pourra pas délocaliser. Et donc, ça, c'est aussi un point positif et une des 5 raisons que j'ai voulu mettre en avant pour comment dire, favoriser un peu le développement des réseaux de chaleur. Voilà. Voilà un petit peu pour rappeler le contexte de la filière. Je vais laisser la main donc au cabinet Cost qui va présenter un petit peu ses missions et le principe de fonctionnement des réseaux de chaleur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre après son intervention. Voilà. Eh ben, bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, je m'appelle Pascal Coste, je représente le cabinet Coste à Valence. Donc, en préambule, je tenais simplement à vous indiquer que je ne suis pas un habitué des présentations en webinaire. Donc, je m'excuse par avance si parfois je pourrais peut-être vous paraître un peu flou. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat de la visioconférence. Et puis Nicolas, normalement, devrait les collecter. Et puis à la fin de cette présentation, on pourra ensuite les évoquer et puis y répondre point par point. Voilà. Alors, je vais vous mettre en écran partagé ma présentation. Hop. Tac. Hop. Un petit réglage et je suis à vous. Voilà, donc je vais présenter rapidement notre entreprise. Donc, nous sommes un bureau d'études fluides basé à Valence. Nous disposons également d'une petite antenne à Gap dans les Hautes-Alpes. Donc, on est un bureau d'études fluides classique d'une douzaine de personnes. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'ingénierie des installations mettant en œuvre notamment le chauffage, la ventilation, l'électricité, etc. Dans le cadre de projets de construction classiques, avec notamment un architecte qui fait ensuite appel à plusieurs coéquipiers, et puis aussi également en réhabilitation. Donc, on a commencé par contre à travailler dans le bois énergie assez tôt, puisque on travaillait notamment avec Monsieur Gondry, qui a ensuite pris la tête d'Ergasner. Donc, il avait lancé dans les années 95 à peu près un peu cette dynamique dans le bois. Donc, ça se traduisait notamment par des participations à des salons le week-end, à des foires, etc., parce qu'il y avait besoin que ça prenne. Et puis à partir des années 90, du coup, on a commencé à avoir certaines collectivités qui par ambition environnementale notamment, voulaient se lancer un petit peu là-dedans. Elles voulaient notamment aussi valoriser l'industrie et les exploitations forestières de leur territoire. Et donc, les premiers projets ont commencé à émerger dans les années 95. Donc, nous, notre première chaufferie bois a été faite notamment en 96 dans la commune de Marillac. Et donc, on sait qu'a priori, la chaufferie continue de fonctionner. Donc, on est assez fiers et contents de voir qu'on peut parler aujourd'hui d'installations qui durent plus de 20 ans, 25 ans, quand elles sont normalement correctement conçues. Voilà. Donc, depuis 2013, par contre, on a vraiment souhaité développer, nous avons vraiment souhaité développer l'activité biomasse au sein de notre entreprise. Donc, ça s'est traduit notamment par une veille, notamment sur les différents projets qui pouvaient se passer en Ardèche, en Drôme et en Isère, notamment, puis dans les Hautes-Alpes aussi. Et puis, donc, de 2013 à 2020, on est passé de 10 à 30% de notre activité sur des projets qui mettent en œuvre à chaque fois une chaufferie bois. Donc, ça peut être des projets de construction, de réhabilitation, comme des projets, des fois, de maîtrise d'œuvre globale d'un réseau de chaleur biomasse. Voilà. Donc, concernant ce webinaire, je vais aborder avec vous 4 chapitres. D'abord, les composants d'un réseau de chaleur, pour que vous puissiez bien identifier un petit peu qu'est-ce que comprend un réseau de chaleur dans sa conception. Ensuite, quel patrimoine communal est favorable à la création d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie bois.
Les chaufferies automatiques, on parle souvent de bois granulé ou de bois déchiqueté. Qu'est-ce qui pourrait à un moment donné amener à choisir telle ou telle solution? Donc, on va vous présenter un petit peu quelques exemples qui permettent généralement d'orienter un petit peu la solution vers telle ou telle énergie. Et ensuite, les principales opportunités et contraintes pour concevoir une chaufferie bois et son réseau. Donc voilà, c'est un petit peu, ça sera notamment agrémenté de photos et d'exemples de chaufferies que nous avons pu réaliser. Alors, je vais vous demander une toute petite seconde, je vais enlever le volet vidéo qui cache un petit peu ma présentation. Je ne suis pas très habitué. Pardon. Excuse-moi, Nicolas, tu sais comment on enlève le volet vidéo à droite de l'écran? Ça te parle? Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, il y a un petit tiret pour le faire descendre, enfin le réduire. Ok, c'est bon, je crois que c'est bon. Hop. Donc, les composants d'un réseau de chaleur. Donc, tout d'abord, il y a la production de chaleur. Donc, dans le cadre des énergies renouvelables, vous pouvez très bien avoir un réseau de chaleur qui fait appel à du solaire thermique. Donc, ce sont des panneaux solaires dits thermiques, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le rayonnement infrarouge du rayonnement solaire et qui va ensuite chauffer un corps noir en acier et ensuite il récupère la chaleur qui est produite. Donc, en faisant passer notamment un réseau d'eau antigel et ce réseau va ensuite charger un ballon d'eau chaude. Donc, la dame a essayé de développer ces systèmes-là dans le cadre justement du fond chaleur. Donc, ce sont des systèmes qui fonctionnent très bien, mais qui demandent d'être, bien intégrés à certaines situations. Souvent, les réseaux solaires thermiques sont plutôt pour des réseaux où on a une vraie valorisation de l'énergie en été. C'est à l'échelle de petites communes rurales, c'est rarement le cas. Voilà, donc c'est plutôt sur des centres urbains ou des situations industrielles notamment. Voilà. Ensuite, vous avez la production de chaleur de type géothermique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la chaleur dans la terre, en fait, donc dans la nappe phréatique, dans la terre également. Et donc ensuite, on fait fonctionner un système thermodynamique, une sorte de frigo, si je puis dire, qui va ensuite produire de la chaleur. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est un système qui va plutôt se justifier sur des bâtiments assez récents, parce que souvent, on travaille avec des températures d'eau qui sont relativement basses. Et quand on s'inscrit notamment dans des bâtiments existants un peu anciens, on est souvent sur des températures d'eau assez élevées. Donc, l'aspect géothermique ne se retrouve pas forcément de partout. Et ensuite, on peut avoir aussi évidemment une production de chaleur par le biais d'une chaufferie bois énergie. Donc, ma présentation va être surtout tournée sur cette énergie-là. Je pense que c'est celle notamment qui doit correspondre au plus aux communes ardéchoises. Donc voilà, le bois énergie, voilà, c'est la construction d'une chaufferie avec notamment un silo qui stocke la matière, le bois granulé, le bois déchiqueté, et ensuite un espace où sont intégrés notamment les chaudières, les équipements de production de chaleur. À noter toutefois que dans le cadre de réseaux de chaleur, on peut très bien avoir également des réseaux de chaleur faisant appel notamment à l'énergie gaz. On peut avoir des réseaux de chaleur avec des chaufferies gaz naturel. On peut avoir également des réseaux qui font appel à d'autres types d'énergie. Donc voilà, la conception du réseau de chaleur, c'est simplement qu'à un moment donné, vous avez une production de chaleur commune, on va dire, centrale, et qui ensuite va desservir plusieurs bâtiments par l'intermédiaire de ce réseau de chaleur notamment. Donc on voit quelques photos en fait qui sont calorifugés. Donc, on peut avoir notamment des tubes en matière plastique, très adaptés notamment pour les petits réseaux de chaleur, avec des diamètres relativement raisonnables. Donc, c'est la photo de gauche sur la présentation. Donc, on voit notamment une pièce de dérivation. En fait, c'est un T qui permet de scinder le réseau de chaleur en deux parties. Une partie va partir vers un bâtiment, et puis une autre partie va continuer son cheminement pour alimenter d'autres bâtiments. Sur la photo centrale, on voit notamment des tubes acier. Donc là, ce sont des tubes acier qui sont également pré-calorifugés. Donc là, on voit notamment les sections qui sont en train d'être soudées et qui ensuite seront recouvertes d'un calorifuge à l'issue de ces opérations de soudure. Donc on fait les réseaux acier, généralement, on les lors des opérations notamment de soudure et puis de jonction entre pièces,
il y a une phase en fait, de mise en épreuve en fait, des réseaux pour être sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas de fuite sur les soudures, qu'elles ne sointent pas. Donc là, on voit notamment qu'ils sont en train de réaliser ces opérations-là en testant la pression dans les tubes. Voilà. Et puis à droite, on voit notamment un réseau de chaleur qui est en train d'être refermé. Donc notamment, les tubes sont mis dans un lit de sable, en fait, hein, voilà, qui est beaucoup plus adapté comment dire, pour la dilatation, pour également à ce que les tubes soient dans un milieu qui ne comprend pas de poche, un petit peu d'air ou des choses comme ça qui seraient amenées à s'affaisser. Donc là, ils sont vraiment bien posés sur le sable. Ensuite, vous allez avoir une couche de remblai qui va être mise sur ce lit de sable. Et puis là, on voit des grillages avertisseurs qui, comme pour n'importe quel réseau extérieur, permettront évidemment d'avertir d'éventuels travaux de terrassement futurs de la présence d'un réseau de chaleur. Ensuite, on a la sous-station de chaleur. En fait, la sous-station de chaleur, c'est souvent comment dire, des équipements hydrauliques qui permettent de réceptionner la chaleur que le réseau de chaleur va livrer. Donc, par exemple, sur la photo de gauche, on voit notamment un échangeur à plaques. Donc, cet échangeur-là, d'un côté, vous allez avoir le réseau de chaleur qui va fournir la chaleur, et de l'autre côté, en fait, vous allez avoir l'installation de chauffage du bâtiment qui le dessert, qui va venir ponctionner la chaleur qui lui est nécessaire, et puis ensuite la restituer à son réseau de chauffage. Après, vous avez d'autres types de sous-stations, où notamment, vous pouvez avoir, par exemple, ce qu'on appelle une bouteille de mélange, c'est-à-dire qu'en fait, le réseau de chaleur vient amener de la chaleur à une sorte de bouteille remplie d'eau. Simplement, en fait, l'eau qui est présente dans cette bouteille, c'est la même eau que vous allez avoir côté réseau de chaleur et la même eau que vous allez avoir côté bâtiment. Vous n'avez pas de séparation physique des fluides. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher de mettre en place ces bouteilles de mélange. L'inconvénient, c'est que quand vous avez plusieurs bâtiments, il suffit que vous ayez notamment une fuite dans un bâtiment, tout le réseau de chaleur va avoir une répercussion un petit peu technique, où vous allez avoir manqué d'eau un peu dans l'ensemble du bâtiment. Donc nous, si vous voulez, d'un point de vue conception, on privilégie plutôt les échangeurs à plaques, les échangeurs à plaques, voilà, pour bien séparer chaque bâtiment avec le réseau de chaleur et que chaque bâtiment ne dépende pas les uns des autres. Voilà. Donc, sur cet échangeur à plaques, il y a toute une série d'équipements de régulation. L'objectif, un petit peu, si vous voulez, c'est d'essayer de concevoir les sous-stations pour que celles qui sont le plus près de la chaufferie ne soient pas plus avantagées que celles qui sont le plus éloignées. Donc, on a des systèmes un petit peu d'équilibrage, on appelle ça d'équilibrage hydraulique, qui vont permettre à un moment donné, justement, d'être certain que le bâtiment situé à 1 km, par exemple, de la chaufferie, soit aussi bien desservi que le bâtiment qui est situé à 50 mètres. Voilà. Donc, on va aussi avoir, par exemple, des équipements de comptage de chaleur également pour, bien sûr, proposer une facturation ensuite aux différents bâtiments qui sont alimentés par le réseau. Et puis, tout un système également d'équipement d'isolement, de contrôle de température, de modulation aussi du débit qui arrive du réseau de chaleur, parce que le but aussi, c'est d'éviter à ce que le réseau de chaleur alimente sans cesse un bâtiment qui n'est pas demandeur. Donc, on met en place des systèmes qui permettent notamment de limiter le débit et puis de lui consacrer uniquement ce qu'il faut par rapport aux appels réels du bâtiment. Voilà. Donc, ça fait un peu partie de notre boulot de concepteur. Donc là, à droite, on voit aussi une petite sous-station dans un bâtiment situé à Gluiras, en Ardèche. Voilà, donc là, on peut voir que ces sous-stations-là, elles peuvent être faites aussi dans des espaces relativement raisonnables, relativement modestes. Souvent, on considère que la sous-station va représenter un espace correspondant grosso modo à la chaudière que vous pouvez avoir au sol. Voilà. On a rarement besoin de plus d'espace qu'il n'y en a dans les chaufferies existantes des bâtiments. Et puis ensuite, vous avez le bâtiment consommateur d'énergie. Bâtiment consommateur d'énergie qui va ensuite, du coup, on va passer au second chapitre. Quel patrimoine communal favorable est favorable un peu à la création d'une chaufferie? Donc, pour nous, tout bâtiment communal chauffé en hiver, et quel que soit son type de production ou d'émission de chaleur, peut être intéressant à intégrer sur un projet de réseau de chaleur. Hors église, bien sûr, parce que c'est très particulier. Donc, en effet, vous pouvez très bien avoir des bâtiments qui sont chauffés, par exemple, avec des convecteurs électriques. Ça n'empêche pas qu'on peut envisager un réseau de chaleur hydraulique dessus.
Simplement, il y aura dans la partie conception, à un moment donné, la réalisation d'un réseau secondaire, hein, donc de l'équiper de radiateurs et de réseaux hydrauliques. Mais aujourd'hui, au regard du coût de l'électricité, qui est l'énergie la plus chère sur le marché, on sait qu'on arrive à trouver des vertus économiques à des bâtiments qui sont chauffés à l'électricité. Ce n'est pas du tout un frein aujourd'hui. Donc, en effet, voilà, n'importe quel bâtiment est intéressant. En effet, pas les églises, parce que les églises, en réalité, elles appellent beaucoup de puissance, mais dans des périodes qui sont très, très restreintes. On a beaucoup d'églises, notamment de petites communes rurales, où vous allez avoir une messe de temps en temps. Bon, voilà, on ne peut pas aujourd'hui dimensionner une chaufferie bois sur une puissance d'église, quoi. Ça n'aurait pas de sens. On va plutôt essayer de chercher des fois à se dire, tiens, la plupart des bâtiments connectés au réseau sont chauffés par exemple en semaine et peu le week-end. Donc, est-ce qu'il existe éventuellement une puissance disponible pour les messes du dimanche matin? Voilà, on va plutôt être sur un raisonnement comme ça, à essayer de voir si à la fin de notre conception de réseau de chaleur, il peut y avoir une puissance disponible à une église. Mais en tout cas, on ne la rentrera pas, si vous voulez, dans l'élément de conception. En tout cas, Ensuite, on va avoir la densité énergétique du réseau de chaleur qui va être une valeur très importante. Donc, la densité énergétique d'un réseau de chaleur, c'est simplement la somme de tous les appels, tous les besoins énergétiques des bâtiments. On va avoir quelques exemples après pour que vous soyez plutôt à l'aise avec cette notion de densité énergétique. On va avoir la somme en fait de tous les besoins énergétiques des bâtiments. Et cette somme des besoins énergétiques, on va la diviser par la longueur du réseau de chaleur. Et en fait, l'ADEME et la région Rhône-Alpes ont demandé en fait à ce qu'un seuil en fait de densité énergétique soit toujours atteint pour pouvoir aider et financer les projets de réseau de chaleur. C'est un seuil en fait, si vous voulez, qui correspond à grosso modo une moyenne un seuil qui constate de manière générale, où à partir de ce seuil-là, on sait qu'on arrive à atteindre une certaine pertinence économique d'un réseau de chaleur. Voilà. Après, souvent, en dessous de ce seuil-là, il est observé notamment qu'il n'y a plus beaucoup de pertinence économique, et l'objectif, bien sûr, des financeurs type région et ADEME, c'est d'essayer de consacrer leur enveloppe financière et d'aide aux projets qui ont quand même une certaine pertinence, voilà, qu'elle soit économique, environnementale, etc. Donc là, on va faire un petit exemple sur cette histoire de densité énergétique d'un réseau de chaleur. Donc, on voit notamment sur la diapositive qui doit s'afficher sur votre écran le cas d'un carrefour. On voit, ça, ce sont des routes. Et dans ce carrefour, on va avoir une mairie qui va consommer 20 MWh électriques, une école qui va consommer 8000 litres de fuel. Donc, 8000 litres de fuel, ça correspond à 80 MWh. Et puis, une salle des fêtes qui va consommer 4 tonnes de propane. Ça correspond à 51 MWh. Dans le cadre d'une mission de conception, le bureau d'études, le maître d'œuvre a déterminé que l'emplacement de chaufferie le plus intéressant était situé à côté de la mairie. Donc ensuite, on va tracer le réseau de chaleur sur le plan et on va déterminer du coup sa longueur globale. Donc on arrive en fait à une chaleur livrée au total de 151 MWh, donc c'est la somme de ces besoins énergétiques. Une longueur totale du réseau de 78 mètres. Voilà. Et puis, quand on divise cette valeur par celle-ci, on trouve une densité énergétique de 1,91 MWh par mètre. Donc, aujourd'hui, le seuil de cette densité énergétique, il est entre 1 et 1,2 MWh par mètre. Donc, sous ce seuil, non. Au-dessus de ce seuil, oui. Voilà. Donc, on voit dans ce cadre-là que la densité énergétique est correcte. Cependant, on sait qu'il existe, on voit dans cet exemple qu'il y a des ateliers municipaux qui sont situés pas très très loin, et ils ne sont pas sur le carrefour de ce réseau de chaleur, et on s'est interrogé si par exemple il y avait un intérêt à le connecter. Donc là, on va ajouter 100 mètres de réseau de chaleur, 100 mètres de réseau de chaleur, alors que les ateliers municipaux ils vont consommer 2000 litres de fuel, soit 20 MWh. Et là, on se retrouve dans une situation où quand on refait le total de cette chaleur livrée et qu'on le divise par la nouvelle longueur de réseau, on se retrouve avec une densité énergétique qui est inférieure à 1 MWh par mètre. Et là, du coup, cette densité énergétique n'est pas suffisante pour entrer dans le cadre notamment des financements ADEME et régions. Voilà, donc on voit qu'il
il vaut mieux des fois se concentrer sur une zone plutôt pertinente avec une densité énergétique correcte, plutôt que de vouloir essayer d'aller connecter des bâtiments, par exemple, qui n'ont que très peu de consommation énergétique derrière, mais qui, par contre, vont demander de réaliser un réseau de chaleur assez important avec des coûts et des investissements très importants. À l'inverse, on se retrouve sur un autre exemple où, par exemple, vous avez une autre commune avec au carrefour plusieurs bâtiments communaux relativement proches. Bon, une salle associative et une bibliothèque qui consomme 1500 litres de fuel, donc 15 MWh. Une salle des fêtes avec 2,5 tonnes de propane de consommation annuelle, donc 32 MWh. Et puis une mairie avec 20 MWh électriques par an de consommation. Alors là, on se retrouve avec un total de chaleur livrée de 67 MWh par an. Et puis une longueur de réseau de chaleur de 78 mètres. Et la densité énergétique de ces bâtiments communaux qui sont pourtant relativement proches les uns des autres est très insuffisante puisqu'elle est en dessous de 1 MWh par mètre. On est à 0,86. Cependant, on n'y avait peut-être pas pensé tout de suite, mais il y a les écoles, il y a un groupe scolaire qui est situé quand même assez loin, mais qui par contre consomme énormément d'énergie chaque année. Donc on est sur une consommation notamment de 13 000 litres de fuel, donc c'est un gros groupe scolaire qui regroupe maternelle, primaire et quelques logements notamment à l'étage. Et donc une consommation énergétique de 130 MWh par an. Et en faisant ces 100 mètres de réseau complémentaire, on a du coup un total de chaleur livrée de 197 MWh par an, une nouvelle longueur de réseau de 178 mètres, et quand on fait la division de la chaleur par le réseau, on se retrouve devant une densité énergétique de 1,10 MWh par mètre, et qui du coup dépasse le seuil attendu par les financeurs. Et donc, on voit bien, en fait, si vous voulez, dans cette situation-là, que chaque réseau a son contexte, et que des bâtiments qui peuvent paraître des fois très éloignés peuvent rendre le réseau pertinent économiquement. Voilà. A contrario, il peut y avoir certains bâtiments, notamment, qui sont beaucoup trop éloignés pour être intégrés en fait, dans un projet de réseau de chaleur. Donc, chaque situation est un petit peu, si vous voulez, différente et nécessite à un moment donné de se pencher dessus, faire des tests, faire des simulations et voir à un moment donné quel est le réseau de chaleur qui paraît le plus pertinent sur les aspects économiques, environnementaux et techniques. Donc, l'objectif n'est pas d'avoir un réseau de chaleur le plus rentable possible, bien sûr, mais plutôt un réseau de chaleur vertueux pour les intérêts de la collectivité et qui dispose notamment d'une pertinence économique avérée en coût d'exploitation par rapport à la situation existante. En effet, l'objectif quand même d'un projet de réseau de chaleur, c'est que financièrement aussi pour la collectivité, à la fin de l'année, elle s'y retrouve. Donc souvent, on parle de coût global, c'est-à-dire qu'on va intégrer notamment des notions d'achat de combustible, d'acheter par exemple le bois granulé ou le bois déchiqueté. On va également prendre en compte l'achat d'électricité pour faire fonctionner la chaufferie, l'achat d'eau pour faire fonctionner le réseau. On va ensuite parler des coûts de maintenance annuels, parce qu'évidemment, une chaufferie bois, elle vit de manière différente qu'une chaufferie gaz ou une chaufferie fioul. Donc, elle fait appel quand même à un combustible solide qui génère des cendres, qui nécessite un petit peu plus de présence, on va dire. Donc, on va comparer notamment les coûts d'exploitation, les coûts de maintenance de la solution bois, avec par exemple une solution de référence au gaz propane, au gaz naturel, enfin peu importe, ça dépend un petit peu le contexte aussi de la commune qui est concernée. On va parler aussi des fois de provision aussi. On va dire, tiens, on sait que par exemple, pour une chaufferie bois, il faut changer notamment la vis tous les 12 ans, par exemple, la vis sans fin qui amène le bois vers la chaudière. Et on va parler notamment de provision, justement, pour budgéter un petit peu ces remplacements périodiques et voir après sur le coût global, qu'est-ce que ça représente. Voilà. Et ensuite, il y a évidemment l'aspect annuité d'emprunt. Donc, on part du principe que les annuités d'emprunt seront calculées sur le montant d'investissement auquel on aura retranché les aides financières que les communes auront droit. Et ensuite, ça vous permet en fait, d'avoir en fait, un coût d'exploitation qui comprend vraiment toutes les composantes un petit peu de ce que va devoir payer un maître d'ouvrage. Et on le compare avec une solution de référence. Donc, des fois, ça peut être du gaz, ça peut être plusieurs énergies, du gaz et de l'électricité. Ça dépend un petit peu, si vous voulez, le contexte dans lequel s'inscrit votre projet. Voilà. Et il y a notamment un grand intérêt pour les petites communes de n'avoir qu'une seule énergie de chauffage renouvelable au coût stable et compétitif, qu'un seul contrat de fourniture, qu'un seul contrat de maintenance, qu'un seul équipement sous visite périodique, bien sûr, parce que souvent,
les chaufferies sont quand même en lien avec des établissements recevant du public. Alors, des fois, elles sont construites à l'intérieur d'un ERP, et des fois, elles sont construites à côté. Donc, il y a toujours aussi cette notion de visite périodique relative notamment à la lutte contre l'incendie. Il y a un intérêt aussi pour les petites communes d'avoir qu'un seul équipement de ce type à gérer par les agents municipaux. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à dégrader un petit peu la densité, toujours en restant au-dessus de 1 MWh par mètre et par mètre de réseau de chaleur, pour accéder à cette opportunité. Ça serait dommage, notamment, voilà, si vous avez une école, une mairie, par exemple une salle des fêtes, de vouloir absolument à ce que le réseau soit très dense et très rentable, si je puis dire, et d'avoir finalement une chaufferie gaz propane, par exemple, qui continue de fonctionner sur la salle des fêtes, alors qu'elle aurait très bien pu être accordée, tout en offrant une vertu économique à la collectivité. Voilà. Et puis une petite aparté, mais bien sûr, bien penser à agir préalablement sur la maîtrise des besoins énergétiques, donc isoler les bâtiments, mettre en place des dispositifs de régulation de chaleur, chauffer à des températures agréables et raisonnables, parce que certes, aujourd'hui, les dispositifs d'aide sont plus importants, plus vous consommez d'énergie et plus ils sont importants, c'est comme ça. Mais il faut quand même garder à l'esprit que tout ça, c'est aussi pour aller vers la transition énergétique, la transition écologique, et puis moins on consommera d'énergie, et puis plus petites seront les chaufferies, moins de bois sera consommé. Donc tout ce bois qui ne sera pas consommé, il sera aussi disponible pour d'autres collectivités. Voilà. Donc il y a aussi toute une vertu un peu territoriale, je dirais, pour la conception de ces ouvrages, hein, et toujours bien penser à isoler préalablement le bâtiment. Donc on passe au troisième chapitre, qui est un petit peu qu'est-ce qui différencie un peu le bois granulé et le bois déchiqueté. Donc, au niveau du coût de l'énergie, aujourd'hui, le coût de l'énergie du bois déchiqueté est de 4 centimes par kilowattheure, tandis que le bois granulé est de 6 centimes par kilowattheure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le bois déchiqueté, on utilise un petit peu les déchets qu'il y a en forêt, notamment qui ne serviraient pas à l'industrie du bois d'œuvre. On les utilise donc en les passant dans des broyeurs. Ce bois est ensuite stocké dans des hangars ventilés, mais quand même couverts. Et puis, au bout d'un certain temps, une fois que l'humidité est suffisamment basse, il est livré directement en fait, vers les chaufferies bois. Voilà. Donc, il y a très peu, si vous voulez, d'intervention. Il y a très peu, il n'y a pas comment on appelle ça, de processus un petit peu de transformation. Le bois déchiqueté est vraiment un combustible assez brut, hein, si ce n'est qu'il est broyé et criblé avec des broyeurs bien particuliers. Le bois granulé, lui, s'inscrit plutôt dans la valorisation des déchets de l'industrie du bois. Donc, c'est essentiellement en fait de la sciure ou des connexes de scierie. Et donc, cette sciure et ces connexes sont acheminés vers des lieux de fabrication. Donc, des fois, ce sont des lieux de fabrication qui sont intégrés directement à la scierie, ou des fois, ce sont des usines spécifiques qui collectent un petit peu tous ces déchets. Donc, tous ces déchets sont rebroyés. Ils sont séchés dans des séchoirs qui utilisent la sciure pour la chaleur qu'ils ont besoin. Donc, il n'y a pas d'utilisation d'énergie fossile pour sécher le granulé, hein. C'est vraiment la sciure qui fait le travail de séchage. Et ensuite, il passe en fait dans des sortes de presses qui comme des sortes de centrifugeuses, un petit peu, si je puis dire, pour résumer. Et puis le granulé ressort après par des orifices perforés sur ces centrifugeuses. Voilà. Donc, c'est un combustible qui est transformé, mais qui, par contre, a vraiment un atout, c'est qu'en fait, on arrive bien à maîtriser son humidité. C'est qu'une fois qu'il est sorti de ce process de transformation, on sait qu'il est calibré correctement, on sait que l'humidité sera inférieure à 10%. Et donc, on se retrouve du coup avec un combustible qui est facilement utilisable et livrable en fait, par des camions, notamment de soufflage ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, la différence aussi en termes de localité de fabrication, pour le bois déchiqueté, c'est qu'on peut envisager un combustible départemental, voire même des fois à l'échelle d'une communauté de communes. Donc, on a vraiment une notion aussi de local bien marquée avec le bois déchiqueté. Et puis, pour le bois granulé, ça sera plutôt une dimension régionale. Donc,
les usines sont pas très loin, hein. Vous en avez une notamment vers le nord Ardèche, côté 43, donc à Dunières, Moulin Bois Énergie. Donc c'est une usine qui dessert tout le nord Ardèche, voire le sud de Léman. Vous allez avoir une usine côté Dromois, du coup, au niveau du Grand Serre. Donc il y a une très grosse usine de fabrication de granulés par Pradier. Vous allez avoir aussi des usines côté Lozère, hein, donc qui vont plutôt acheminer vers le sud Ardèche. Voilà, donc il y a tout un réseau un peu de fabricants qui permet d'avoir des livraisons et des productions à moins de 50 km quand même de votre chaufferie. Donc, bon, de manière globale, on peut quand même dire que c'est un combustible très, très local. Voilà. Ensuite, il y a une densité énergétique du combustible. Donc, c'est essentiellement dû, en fait, si vous voulez, à son humidité. Le bois déchiqueté, quand il est séché sous des hangars ventilés, etc., on arrive à atteindre une humidité de 20% à peu près, au bout d'un certain temps de séchage. Donc, le combustible, du coup, est également broyé. Donc, c'est un combustible qui est assez aérien, finalement, hein. Ce sont des petits copeaux de bois, en fait, qui forment un tas. On a donc comparé au granulé, en fait, pour une même unité d'énergie, il faudrait 3,5 volumes de bois déchiqueté pour un volume de granulé. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette notion-là aussi de densité énergétique qu'on va retrouver aussi pour la conception des installations. Évidemment, pour le bois déchiqueté, les silos de stockage seront du coup nécessairement plus importants que pour le bois granulé. Donc, on a donc cette quatrième caractéristique qui est l'emprise des installations. On sait que notamment pour le bois déchiqueté, du fait notamment de cette densité énergétique qui est un peu moins intéressante pour le bois déchiqueté, on a besoin d'environ 2 fois plus de place. C'est une moyenne, hein, il faut prendre ces chiffres avec du recul, hein, mais on a souvent besoin de 2 fois plus de place pour concevoir les installations bois déchiqueté plutôt que pour les installations bois granulé. Voilà. Et ensuite, en termes d'investissement, du coup, tous ces ouvrages du coup, qui sont plus importants pour concevoir les chaufferies bois déchiquetés vont évidemment augmenter l'investissement de 30 à 50%. Encore une fois, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. On va dire que ce sont des moyennes. Il y a certains projets où cette différence d'investissement entre du bois granulé et du bois déchiqueté n'est pas si importante que ça. Voilà. Donc ça, ce sont des indications pour des projets de petite puissance, hein, inférieurs à 250 kW. J'ai orienté ces informations parce qu'il me semble davantage correspondre aux tailles des communes en général sur le département de l'Ardèche. Donc, en termes de situation très favorable au bois déchiqueté, on peut noter par exemple qu'un réseau de chaleur très dense énergétiquement et qui représente une consommation annuelle équivalente à plus de 20 000 litres de fuel, on sait que là, on est vraiment dans une situation où le bois déchiqueté va trouver toute sa vertu un petit peu. C'est pourquoi parce que tout simplement, ces surcoûts d'investissement sont largement compensés par le fait qu'on va avoir une valorisation d'une énergie qui coûte assez peu cher finalement en exploitation. On a aussi la situation où voilà, on a des espaces disponibles assez importants, notamment par exemple une parcelle où on peut concevoir une chaufferie d'une taille correcte. On peut avoir notamment une situation où vous avez un parking existant, notamment, qui va être assez vertueux pour le camion de livraison. On sait qu'il pourra facilement faire ses manœuvres, repartir sans compromettre la sécurité du site. Voilà, c'est typiquement aussi voilà, le fait de disposer d'espaces de taille importante va justifier aussi à un moment donné d'étudier la chaufferie bois déchiqueté. Ensuite, on peut aussi avoir notamment certaines communes qui ont des dévers naturels. Donc, l'objectif si vous voulez, du bois déchiqueté, c'est d'essayer quand même de proposer des livraisons. Donc, ce sont des livraisons par camion-benne. On va essayer de privilégier les livraisons par dépotage, c'est-à-dire par déversement de la benne dans un silo qui serait enterré ou semi-enterré. Pourquoi ? Parce que cela permet notamment de livrer rapidement. Hein, en 20 minutes, vous avez le camion est reparti. Et puis, ça permet notamment aussi de valoriser la taille du silo, c'est-à-dire qu'en bennant par le dessus et en le remplissant par le dessus, on arrive à avoir des volumes utiles qui vont être remplis par le bois, qui seront du coup très importants. Après, ça n'empêche pas qu'on peut très bien faire des silos de plein pied. Je vais vous montrer quelques exemples après. Hein. On peut faire des silos bois déchiquetés à un rez-de-chaussée.
Mais on sait que notamment, voilà, on va avoir beaucoup plus de volume mort parce qu'on va devoir mettre en œuvre en fait des systèmes pour relever le bois et puis l'éjecter en l'air en fait pour qu'il remplisse le silo par le haut. Voilà. Et puis aussi, on a une situation, vous pouvez avoir des situations aussi en interne où vous avez des agents techniques municipaux, communaux qui sont voilà, assez disponibles et pour qui passer une fois par semaine ne va pas être un problème. Donc ça, c'est aussi important de le savoir, c'est qu'à un moment donné, pour le bois déchiqueté, du fait que le combustible est un peu plus grossier, on va dire, que le granulé, qu'il y a la présence notamment des fois de cailloux venant de la forêt, il peut y avoir du sable, il peut y avoir des queues de déchiquetage quand le bois est passé dans le broyeur. C'est important de passer au moins une fois par semaine pour voir si tout va bien et puis détecter s'il y a un souci ou pas sur l'installation. Voilà, c'est juste un contrôle visuel et puis ça permet aussi de vider le cendrier quand l'agent passe. Voilà. Ensuite, les situations très favorables au bois granulé, on peut avoir un réseau de chaleur qui est dense énergétiquement et puis notamment qui peut représenter une consommation globale équivalente à 3000 litres de fuel. Voilà. Dès l'équivalence d'une consommation de 3000 litres de fuel, on sait qu'on peut étudier un projet granulé de manière assez sereine. Voilà. Donc, tout dépend évidemment, encore une fois, du contexte de votre commune et puis des différents bâtiments, à quelle distance ils sont les uns des autres, etc. Voilà. L'intérêt du bois granulé, c'est également la possibilité de valoriser certaines caves et des locaux inutilisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la livraison du granulé va se réaliser par des camions souffleurs, contrairement au bois déchiqueté où on va avoir plutôt des camions par bénage. Il existe des camions souffleurs bois déchiqueté, mais nous, on déconseille cette solution de livraison. Donc, les camions granulés vont pouvoir en fait livrer par le biais, un peu comme un camion fuel en fait, ils vont se connecter à un raccord qui sera présent dehors, et ce raccord-là, il peut très bien être connecté ensuite à un silo qui est situé à 10 mètres plus loin, dans une cave, dans un local qui est situé derrière un bâtiment, peu importe. Voilà, il y a vraiment une possibilité de configuration assez importante avec le granulé. Voilà. Le granulé, du coup, comme il est plus dense énergétiquement, comme les silos, du coup, sont mieux remplis, parce qu'évidemment, en soufflant le granulé, on arrive à le souffler par le haut, et donc, du coup, on arrive à le remplir à presque 70-75% de son volume, les livraisons vont être plus espacées. On va avoir notamment, nous, on essaye notamment dans les chaufferies qu'on conçoit, d'avoir une livraison maximum tous les mois, quoi. L'objectif, ça serait d'avoir une livraison maximum tous les mois, et si on peut, proposer 3 livraisons par an afin voilà, d'éviter d'avoir trop de veille sur la hauteur restante du bois dans le silo. Voilà. Et puis, pour le granulé, la situation aussi favorable, c'est le fait que pour les cendres, souvent, on passe une fois par mois. Contrairement au bois déchiqueté, on va plutôt passer une fois tous les 10 jours, on va dire, pour vider les cendriers. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, c'est que le combustible granulé est entre guillemets plus propre que le combustible bois déchiqueté, puisque c'est de la sciure, en fait, c'est issu de cette industrie du bois. Et donc, du coup, la combustion, en plus, est plus simple, on va dire, avec le fait que c'est un combustible plus sec. Et donc, on va avoir vraiment une cendre extrêmement fine, en fait, qui est peu présente à la fin du processus de combustion. Le bois déchiqueté, lui, le rendement de combustion est quasi le même que le granulé, il est légèrement inférieur, mais quasi le même. Néanmoins, il a toujours, dans les livraisons, il y a toujours la présence d'écorce, en fait, d'écorce qui contient notamment du sable, des petits cailloux, lorsque l'arbre a été coupé en forêt ou il a été acheminé vers sa plateforme pour être pris en charge par l'exploitation forestière, etc. Donc, on a évidemment plus de cendres, en fait, avec le bois déchiqueté. Donc, je vais passer au 4e chapitre, qui correspond donc aux principales opportunités et contraintes pour concevoir une chaufferie et son réseau. Donc, nous, on a ciblé 7 grands axes. En réalité, il y a un petit peu plus de choses qui rentrent en jeu, mais c'est pour un petit peu vous familiariser avec ces différentes caractéristiques. Tout d'abord, la livraison. On va la déterminer, on va la concevoir pour qu'elle soit la plus simple possible, la plus rapide et si possible donc peu fréquente. Pour le bois déchiqueté notamment, on va mettre
on va plutôt essayer de, de concevoir un peu la configuration du site pour que le camion de livraison n'ait pas plus de 3 manœuvres à faire. Voilà. Le but, c'est ça, c'est qu'il arrive, il rentre en marche avant, il fait une marche arrière pour baigner et il fait une marche avant pour partir. Si on commence à excéder plus de 4 manœuvres, c'est qu'il y a un problème ou que peut-être la solution mode échiqueté n'est pas si intéressante que ça. Voilà. Plus vous avez de manœuvres et plus c'est compliqué pour le livreur, plus vous avez au niveau de la sécurité du site aussi certaines contraintes. Il vaut mieux pas essayer de vouloir absolument livrer du bois déchiqueté dans une configuration où la livraison sera compliquée. Voilà. Ensuite, on va en point 2, donc on va essayer aussi de valoriser des espaces existants s'il n'y a aucune conséquence sur l'exploitation du bâtiment. Donc nous, l'objectif notamment, c'est de voir, par exemple, pour réutiliser les chaufferies qui étaient présentes, si bien sûr leur taille le permet. On va essayer de voir aussi avec les collectivités notamment s'il existe par exemple d'anciens garages qui ne sont pas utilisés. On va essayer de voir si il y a des caves notamment des fois qui sont inutilisées. Donc on arrive, on n'y arrive pas tout le temps, mais on y arrive quand même la majorité du temps à intégrer des silos, des chaufferies dans des espaces où peut-être la collectivité ne pensait pas au départ qu'une chaufferie pouvait être mise en place. Voilà, on vous montrera des exemples un peu après. Ensuite, il faut assurer une étanchéité parfaite à l'eau, donc du silo de stockage de bois. Ça, c'est très important. C'est une des conditions pour que votre chaufferie dure plus de 25 ans, c'est qu'il ne faut jamais que l'eau rentre dans la chaufferie, que ce soit du bois déchiqueté ou du bois granulé. La présence d'eau dans un silo, c'est soit une détérioration du combustible pour le granulé qui va redevenir sciure, en fait. Donc, quand, si vous voulez, le granulé sort de sa presse et de sa centrifugeuse, il est compacté de manière sans colle ni liant, en fait. C'est vraiment, entre guillemets, la centrifugeuse qui l'a compacté. Et le simple fait qu'il y ait une goutte d'eau, le granulé va se désagréger et va redevenir sciure. Donc, vous imaginez la catastrophe si votre silo prend la flotte. Vous pouvez du coup appeler une entreprise pour vous vider complètement le silo. Et puis la priorité sera évidemment d'assurer cette étanchéité. Pour le bois déchiqueté, c'est un petit peu plus vicieux parce que la présence d'eau dans un silo peut dégrader en fait la chaudière sans que vous vous en rendiez compte. On intervient en ce moment sur des chaufferies qui ont 10 ans. Les maîtres d'ouvrage nous appellent pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces... ils nous appellent pour faire un diagnostic en fait, des installations parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés de remplacer des pièces tous les 3 ou 4 ans. Et très souvent, on en vient à la conclusion que le silo n'est pas étanche. Et que de l'eau rentre et du coup va dégrader le processus de combustion et voire des fois détériorer de manière irréversible certains équipements de la chaudière. Donc ça, c'est vraiment très important. L'étanchéité à l'eau, c'est une des caractéristiques les plus importantes à assurer. Ensuite, il y a la fumisterie. Une fumisterie qui doit être conçue dans les normes, simple, directe et facile à entretenir. Donc ça, c'est un des sujets les plus compliqués à aborder sur une installation qui va s'inscrire notamment dans un bâtiment existant, c'est que la fumisterie, il y a des règles très, très spécifiques. Elles doivent être absolument respectées. Et surtout, on doit toujours, évidemment, assurer cette réglementation de conception, mais garder en tête aussi que cette fumisterie doit être très simple pour le ramoneur qui interviendra ensuite pour la chaufferie. On va éviter notamment, par exemple, les grandes longueurs horizontales de fumisterie, qui vont notamment être très sujets à des apports de poussière fréquents et réguliers lorsque les fumées vont passer à l'intérieur. Et puis en termes de ramonage, c'est vraiment très compliqué. On va vraiment essayer plutôt à ce que la fumisterie parte le plus rapidement possible à la verticale pour qu'ensuite le ramoneur puisse la ramoner par le dessous. Voilà. Et puis ensuite, il y a évidemment cette gestion de la fumisterie vis-à-vis des tiers, des voisins que vous pouvez avoir. Il y a notamment des hauteurs de débouchés de fumisterie qu'il faut respecter. Et même en respectant cette réglementation, il y a toujours aussi la notion un petit peu de nécessité d'objectifs, en fait, de résultats, pardon, de nécessité de résultats, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit aussi vérifier que même si la fumisterie respecte la réglementation, on ne nuit pas au voisin en lui envoyant notamment des flux de fumée qui pourront être très désagréables pour lui,
et puis qui, par exemple, vont rentrer par ces entrées d'air, de fenêtres ou des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a vraiment une notion à la fois de réglementation et puis de vérification que les nuisances auprès du voisinage sont bien conçues comme ça, quoi. Ensuite, nous, on va vraiment suivre aussi les consignes écrites et les règles du fabricant du système, parce qu'on ne va pas inventer à chaque fois le bois énergie à chaque projet. Les fabricants ont des consignes qui sont issues de leur veille de fonctionnement, qui sont issues de leur garantie aussi, hein, pour que leur chaudière soit garantie de 5 à 7 ans. Donc nous, voilà, on veille aussi à bien respecter toutes ces règles et ces consignes et d'adapter les installations qui sont liées un petit peu à tout ça. Donc le fabricant va avoir notamment des consignes pour le silo, pour les équipements qui vont extraire le bois du silo, mais il va avoir aussi des consignes ensuite sur tout ce qui va être en aval de son installation, c'est-à-dire au niveau d'un ballon tampon qui va par exemple emmagasiner de la chaleur de la chaudière. Ensuite, les réseaux de chauffage vont venir ponctionner de la chaleur dans ce ballon tampon. On va avoir notamment aussi tout ce qui va être aussi traitement d'eau, avoir notamment des filtres à bout qui évitent que l'eau s'embout et que les chaudières du coup se retrouvent dans des situations où elles fonctionnent mal. Voilà. Donc il y a toute une vigilance aussi là-dessus. Et ensuite une vigilance aussi sur la pose et le façonnage du réseau de chaleur et de ses antennes. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, j'ai vu un message apparaître. Oui, oui, c'est bon, on t'entend. Je relève pas de questions pour l'instant, donc Ok, ça marche. c'est bon. Ok. Donc voilà, une vigilance sur la pose et le façonnage du réseau de chaleur, parce qu'il est vrai qu'un réseau de chaleur, il doit être correctement conçu, passer aux bons endroits, éviter le maximum tout ce qui va être pièces de raccordement, des coûts d'été qui seraient inutiles. Tout simplement parce que plus le réseau sera droit et sans antenne, et plus on sait qu'il aura une pérennité dans le temps. Voilà. Donc on va être notamment vigilant quand on va faire des réseaux d'acier notamment, à ce que les procédures de mise en épreuve soient correctement réalisées, que le réseau ne soit pas tout de suite enseveli sous les remblais ni vu ni connu. On va vraiment être présent pour bien vérifier que ces procédures sont correctement réalisées et qu'on donne notre tampon pour que le réseau soit refermé et que ensuite le terrain soit remis en état comme avant la réalisation de la tranchée. Voilà. C'est très important parce qu'une collectivité qui se retrouve avec un réseau de chaleur qui fuit ou qui notamment va avoir des déperditions de chaleur trop importantes, c'est très compliqué par la suite. Souvent, au bout de 10 ans, elle a des coûts d'exploitation qui ne sont plus ce qu'elle attendait. Elle arrive des fois aussi avec des situations où la facturation qu'elle a de la chaleur est inférieure à ce que ça lui coûte d'entretenir sa chaufferie. Donc voilà, il y a vraiment une grande vigilance à avoir sur le façonnage et la pose des réseaux de chaleur. Voilà, donc dans cette dernière partie de présentation, je vais vous présenter quelques exemples un petit peu pour vous montrer ce qui est possible de faire. Donc là, on va commencer par le bois déchiqueté. Donc là, c'est une chaufferie qu'on a faite l'année dernière à Outram-et-Audre, dans l'Isère, hein, sur le plateau du Vercors. Donc là, on est dans le cas d'une chaufferie où le silo n'est pas enterré, où le silo est en fait de plein pied. Voilà. Donc quand on regarde cette photo ici, donc vous voyez probablement le curseur de ma souris. On voit ici en fait la trappe de livraison du bois. Donc on va voir une petite photo qui vous montrera comment le bois est livré. Donc le camion benne en fait recule, livre dans cette trappe, et en fait à l'intérieur de cette trappe vous avez une vis horizontale en fait qui part vers le silo. Donc le silo, c'est cette partie ici un peu surélevée là du bâtiment. Donc la vis part en enterré vers le silo, et ensuite à l'intérieur du silo vous avez des vis verticales qui vont relever le bois en hauteur et qui ensuite vont asperger toute la surface du silo. Voilà, donc on a deux vis, nous on a mis deux vis en fait dans le cadre de cette installation, deux vis verticales et deux vis horizontales, pour que les livraisons soient le plus courtes possible. Voilà. Avec une seule vis, c'est possible, mais par contre, si vous avez besoin de beaucoup de volume de bois chaque année et que les fréquences de livraison sont importantes, il est quand même important d'essayer à ce que les livraisons soient inférieures à 30 minutes à chaque fois. Voilà.
Donc voilà, donc le silo, on va voir les photos un peu après. Le silo est situé dans cette partie un petit peu surélevée. Et puis la partie chaufferie, du coup, elle est située sur la partie qui est du coup un peu plus basse là. Et donc là, à l'intérieur, on a deux chaudières, c'est pour ça qu'on a deux conduits. On a deux chaudières bois déchiquetées qui réalisent 100% des besoins de chaleur de trois bâtiments communaux. Voilà. Donc là, ici, on avait un chalet militaire qui accueille des chambres voilà, pour les régiments de chasseurs alpins côté Haute-Rhin-Méditerranée. On a le foyer du ski nordique, hein, voilà, c'est là où tout se passe un petit peu pour le ski de fond de Traméodre. Il y a également un gymnase qui est associé à ce bâtiment. Et puis il y a un bâtiment d'Afrat qui est un bâtiment un petit peu d'accueil et de formation. Voilà, donc on avait une puissance là installée de 500 kW, ce qui est déjà très important. À titre de comparaison, une petite commune, on va dire rurale, avec une salle des fêtes, une petite école et une salle des fêtes, on sera plutôt sur des chaufferies de 100 kW, voilà, à peu près. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des chaufferies qui sont assez importantes. Donc là, on voit voilà, la trémie dans laquelle le bois est livré. Donc c'est une trappe donc en métal qui est tout entièrement motorisée. Voilà, donc il y a une petite armoire sur le côté où le livreur appuie sur un bouton pour ouvrir le capot. Donc il peut y avoir par exemple 40 cm de neige, c'est pas le problème, c'est pas un problème. Les vérins hydrauliques sont assez puissants et donc du coup même en cas de neige, hein, d'ailleurs on le voit, la photo a été prise alors qu'il avait neigé. Même en cas de neige, on peut tout à fait ouvrir la trappe sans souci. Bon, quand il y a 1 mètre de neige, il faut quand même mettre un petit coup de pelle pour enlever tout ça, mais il peut très bien avoir 20 ou 30 cm de neige, c'est pas un problème. Donc le bois, comme je vous disais, part vers le silo dans une sorte de trémie maçonnée enterrée. Et ensuite, on a deux vis verticales voilà, qui vont ponctionner le bois là, en dessous. Là, il y a une plaque métallique qui empêche le bois évidemment de tomber dedans. Donc les vis horizontales acheminent le bois vers ces vis verticales. Et la vis verticale, ensuite, donc c'est des vis sans fin, remonte le bois. Et là, ensuite, on asperge dans tout le silo le bois déchiqueté. Voilà. Donc dans le silo, on a un décileur rotatif. Hein, c'est en fait une sorte de décileurs en fait avec des pales qui vont donc pousser le bois, donc ça va se mettre en rotation et en fait le bois va tomber en fait dans ces petits canaux là que vous voyez apparaître. Donc il y en a un ici pour la première chaudière et il y en a un autre au fond pour la seconde chaudière. Donc chaque chaudière a son propre canal un petit peu de transfert de bois. Et puis celui du milieu en fait en réalité c'est simplement un moteur au bout qui permet de faire tourner le décileur. Voilà. Et donc on voit les deux chaudières qui chacune vont recevoir en fait le bois que le décileur a mis dans la vis de broyage. Voilà un petit peu un premier exemple. Et puis bon, j'ai pas mis toutes les photos évidemment de cette opération, mais un peu plus juste après, en fait, vous avez deux ballons tampons qui représentent 6000 litres d'eau. Et en fait, les chaudières en fait déchargent complètement leur combustion et donc la chaleur qu'elles produisent dans ces ballons tampons. Et ensuite, le réseau de chaleur, lui, va ponctionner la chaleur qui l'intéresse et envoyer en fait aux trois bâtiments du coup cette chaleur-là en fonction de leurs besoins réels. Voilà. Autre chaufferie bois déchiqueté, donc là on est sur la commune de Gluras en Ardèche. Donc là on avait utilisé un dévers naturel, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de la conception des chaufferies. On avait utilisé un dévers naturel notamment pour offrir à la commune une chaufferie où on pouvait livrer par des camions bennes qui bennaient directement dans le silo. Voilà. Donc là, on voit la piste de livraison, où le camion peut reculer et ensuite livrer dans la trappe. On a la même trappe qu'à Haute-Rhin-Méditerranée, hein, c'est une trappe qui est motorisée avec des vérins hydrauliques. Toujours dans cette optique un petit peu de faciliter un petit peu les tâches que vont devoir exercer les opérateurs à la fois de livraison comme les agents communaux. L'objectif, c'est quand même aussi la chaufferie s'inscrive dans une simplicité d'exploitation. L'objectif, c'est pas de mettre en place un équipement qui sera un fardeau d'exploitation pour la commune. C'est vraiment l'objectif aussi de notre mission de conception. Donc, hop, on voit ici la trappe de livraison. Donc là, il y a une grille anti-chute qui avait été mise en place pour éviter évidemment que si l'opérateur glissé tombe dans un silo qui fait quand même 3 mètres de profondeur. Voilà. Donc on voit quand même que le volume utile lors des livraisons par dépotage direct, par un camion benne qui viendrait baigner tout de suite dans le silo, on voit quand même, comme vous pouvez le voir avec le tas de bois, ça c'est à la fin de la livraison, on est vraiment sur des volumes utiles qui sont très importants. Là, on voit qu'on a un petit peu de volume mort au niveau de la dalle qui fait le tour un peu du silo. Mais sinon, là, on est quand même quasiment rempli à 80% du volume brut du silo. Quoi. Voilà. Donc,
c'est vraiment une configuration que nous, qu'on recommande et qu'on essaye absolument de rechercher quand la collectivité souhaite faire du bois déchiqueté. Ensuite, là, bon, vous avez la photo de la chaufferie, hein, voilà, donc une chaudière bois déchiqueté. Pareil, même système qu'à Autran, le précédent exemple. Il y a des sealers qui viennent amener du bois à la chaudière. Voilà. Là, on voit le ballon tampon, hein, qui va collecter la chaleur produite par la chaudière. Et puis sur le côté, on voit pas, mais il y a une pompe en fait qui va ensuite envoyer la chaleur vers le réseau de chaleur. Là, on voit la fin des opérations de terrassement du réseau de chaleur. Donc, ça a été fait sur une parcelle communale à l'arrière de bâtiments. Donc, on avait peu de contraintes de sécurité pour faire le réseau de chaleur. Donc, on a pu le faire passer un petit peu à notre convenance et puis le rendre le plus simple et direct possible. Voilà. Quelques exemples de bois granulé. Donc là, on est notamment sur une chaufferie, bois réalisée pour la Chambre d'agriculture de l'Ardèche à Privas. J'avais mis cet exemple pour vous montrer que même en centre-ville, on peut envisager de réaliser des chaufferies bois. Alors, il est certain que probablement, ça sera en plein centre-ville, on sera plutôt sur des chaufferies bois granulés pour des raisons évidentes de disponibilité d'espace. Mais voilà, on peut quand même en faire. On n'est pas obligé de se cantonner à d'autres énergies en centre-ville. Voilà. Donc, là, dans le cadre de la chaufferie de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, la configuration de lieu était assez intéressante. On avait notamment devant la Chambre d'agriculture un espace où des livraisons s'effectuaient déjà. Donc, envisager la livraison d'un camion granulé était assez évidente. Et puis surtout, cet espace où la livraison pouvait s'opérer était en lien avec des garages un petit peu qui servaient à la fois de stockage, pour les salons ou pour leurs interventions auprès des agriculteurs ardéchois. Et certains espaces, du coup, on avait pu le constater avec les différentes personnes qui nous accompagnaient de la Chambre. Certains espaces étaient assez peu valorisés, en fait. On voyait notamment des espaces de stockage qui étaient mal agencés. Bon, voilà, on voyait qu'on pouvait un petit peu travailler sur, justement, remettre un petit peu d'ordre sur ces espaces de stockage et envisager peut-être de concevoir un silo à l'intérieur. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a maçonné un silo dans un espace de garage en lien direct avec le camion granulé. Et donc, on a remaçonner un petit peu les espaces, parce qu'il y a une réglementation, évidemment, comme je vous en parlais tout à l'heure, liée à la lutte contre l'incendie. Donc, il fallait faire des murs coupe-feu, mettre des portes avec des barres anti-panique, etc. Donc, on a pu intégrer ce silo assez facilement, hein, du coup, pour un silo qui faisait quand même des capacités très importantes, puisqu'on arrivait à livrer plus de 15 tonnes de granulés sur le bâtiment, quoi, ce qui est très important. Voilà, donc on voit ici là, les vis. Donc à l'intérieur du silo, si vous voulez, du granulé, en fait, vous avez des sortes de pans inclinés, en fait, qui vont canaliser le granulé pour le ramener en leur centre. Et au centre de ces pans inclinés, vous avez ici une petite vis sans fin horizontale qui débouche après hors du silo. Voilà, donc là, on avait deux chaudières bois sur la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Donc on a deux vis sans fin pour le silo. Et en fait, ce bois granulé est ensuite acheminé vers les chaudières par des conduits pneumatiques. Voilà. Donc les chaudières, en fait, elles ont des sortes d'aspirateurs intégrés sur leurs équipements. Et puis, quand elles ont besoin de granulés, elles mettent en route l'aspiration, elles prennent le granulé, et puis l'air qu'elles avaient aspiré est renvoyé après vers le silo. Voilà. Donc là, ici, sur la photo, ce que vous voyez ici, ce sont simplement des sortes de pré-filtres un petit peu qui vont séparer la poussière et les matières granulées. Voilà. Et puis ensuite, sur cette photo-là, on voit notamment le ballon tampon qui emmagasine la chaleur des chaudières, et puis la pompe de distribution qui va ensuite alimenter le réseau de chauffage de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Voilà. Je n'ai pas de photo des chaudières, je suis désolé, j'en ai peut-être une avant. Voilà, on voit ici une des chaudières de la Chambre. Voilà. Autre exemple, la chaufferie bois de Genestel, donc pas loin d'Entraigues, donc côté Ardèche. Donc là, on était dans une situation assez particulière. On était sur un monument historique qui accueille la mairie, les services techniques, la cantine, 2-3 logements communaux.
Voilà, donc on était sur un grand bâtiment qui était un peu dans son jus, hein, si je puis dire. Hein. C'est un bâtiment qui n'avait pas été l'objet de beaucoup de rénovations depuis que la commune l'exploite. Et puis quand donc on est arrivé en tant que maître d'œuvre, on a visité un petit peu les locaux et puis on s'est aperçu qu'il existait une cave. Euh, Voilà, vous voyez, vous voyez les travaux finis, mais la cave ne ressemblait pas du tout à ça avant qu'on fasse les travaux. C'était une cave en fait qui servait de débarras un petit peu. Hein. Bon, tout était un peu stocké, il y avait des déchets, des équipements communaux, etc. Et puis en échangeant un petit peu avec la commune, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même matière à imaginer la mise en place d'une chaufferie de son silo dans cette cave. Voilà. Donc, comme le bâtiment était donc un bâtiment classé au monument historique, il a fallu faire évidemment des demandes à la DRAC. Et donc, tout naturellement, on a fait donc, donc ces demandes, et tout naturellement, la DRAC a accepté un réaménagement de cette cave, de ce bâtiment classé au monument historique, sous condition qu'en fait, qu'on rénove la cave avec un peu l'esprit et l'identité du bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, ici, tac. Donc, ils nous ont demandé notamment de revoir un peu les pierres des caves voûtées en les enduisant en fait de chaux hydrauliques naturelles. Voilà. Donc, il y avait tout un petit cahier des charges à respecter qui ne nous a pas paru trop contraignant. Hein, voilà. Bon, il y avait un petit peu de travaux en plus qui étaient nécessaires. Mais sinon, voilà, l'opportunité en fait révélée par ce local existant était à saisir en fait, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a réussi à intégrer un silo textile qu'on voit sur le côté gauche, et puis une chaudière granulée et son ballon tampon. Voilà. Donc là, sur la seconde photo, là, vous voyez l'entrée de la mairie. Et puis ici, en fait, on a aménagé un petit regard avec une trappe qui se soulève. Et c'est en fait par cette trappe-là, en fait, que le livreur va livrer le granulé. Donc, là, on voit le conduit de remplissage là, qui sort du côté de cette trappe-là. Et en fait, le livreur va se connecter sur un conduit de remplissage et va remplir le silo textile directement. Voilà. Voilà. Et puis la particularité qu'on avait ici, c'était que dans le cadre notamment de ce monument historique, on avait des bâtiments voisins, notamment l'église, qui était en lien avec ce bâtiment. Hein. On avait l'église qui était très proche et qui avait notamment des hauteurs de bâtiments très importantes. Et pour respecter correctement la fumisterie, nous étions contraints de dévoyer le conduit de fumée pour l'écarter d'une certaine distance de cet obstacle. Voilà. Donc, on s'est rapproché évidemment des fumistes pour bien concevoir un petit peu cette fumisterie-là. Et puis, on a fait également la demande à la DRAC en leur joignant des croquis pour leur montrer un petit peu quelles étaient les contraintes au niveau de la fumisterie. Et comme on s'était débrouillé pour que la fumisterie soit présente dans une arrière-cour qui était peu visible en fait par les riverains, par les gens qui visitent Genestel, ils ont tout à fait accepté en fait ce dévoiement qui peut paraître peut-être un petit peu particulier, on va dire, original, dans la mesure où on peigne le conduit de fumée d'une certaine couleur et puis qu'on respecte bien le croquis qu'on avait proposé à la DRAC. Voilà. Donc même dans des situations où on se dit que c'est fermé, qu'il y a des monuments historiques, on ne pourra rien faire, tout est bloqué, en réalité, ça vaut quand même le coup à un moment donné de se pencher un petit peu sur la question et voir si finalement ces freins sont avérés ou pas. Voilà. Une autre exemple de chaufferie bois granulé. Donc là, on voit, c'était une chaufferie bois qu'on a fait à Chessieux il doit y avoir 3 ou 4 ans. Donc là, en fait, on avait une église notamment. Je vous ai cité cet exemple-là. Je vous ai mis cet exemple-là pour vous montrer qu'on pouvait aussi alimenter des églises dans certains cas. Donc là, on avait une église en fait avec un petit bâtiment accolé communal qui accueillait notamment son système de chauffage. Donc c'était un brûleur à air chaud. En fait, on envoyait l'air chaud dans le sol de l'église. Voilà. Bon, il y avait aussi un petit bâtiment ici, communal, où ils stockaient 2-3 bricoles dans le cadre de leur salon ou des fêtes de Noël, etc. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, ce bâtiment était vraiment un petit peu laissé pour compte et puis il n'était pas très, très bien entretenu. Voilà. Et donc nous, on était intervenus dans le cadre d'un projet de rénovation du groupe scolaire et puis la commune nous a ensuite missionné pour concevoir la chaufferie bois. Et puis ce bâtiment-là, en fait, est situé à 10 mètres de l'école. Et donc,
avec la commune, on a donc regardé un petit peu comment on pouvait faire pour trouver l'emplacement idéal. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les études, on se rendait compte quand même que ce bâtiment avait un vrai potentiel pour être valorisé. Donc, l'opération consistait notamment donc, à rénover ce bâtiment communal, le rafraîchir un petit peu. Donc, bon, il y avait un architecte derrière qui a choisi les couleurs. Moi, je n'ai pas de très bon goût, donc j'ai laissé ça un petit peu aux personnes qui sont plus sensibles que moi là-dessus. Donc là, l'architecte a défini des rails, des tons, des crépiers, etc. Et puis à l'intérieur, en fait, de l'endroit où il stockait avant, notamment des équipements communaux, on a mis en place un silo textile. Et puis à l'intérieur de l'espace qui accueillait la production de chaleur de l'église, on a mis en place une chaudière bois et puis des équipements de réseau de chaleur pour alimenter le groupe scolaire. Voilà. Donc, comme évidemment, on avait condamné la production de chaleur de l'église, on a évidemment intégré son chauffage par le biais de la chaudière bois. Et il se trouvait que c'était plutôt idéal puisque le groupe scolaire, lui, est utilisé du lundi au vendredi et que les messes, et donc le chauffage de l'église, était plutôt destiné à un fonctionnement le week-end. Donc, en fait, on a utilisé justement ce foisonnement entre bâtiments, hein, une école plutôt utilisée en semaine et une église plutôt le week-end, pour essayer de dimensionner justement la chaudière sur la base des besoins de l'école et que ce qui était disponible le week-end pour l'église était permis du coup par ce dimensionnement-là. Voilà. Donc là, on voit sur les photos en bas une livraison de granulés. Donc le livreur en fait recule. Il peut livrer à plus de 20 mètres. C'est-à-dire que le camion de livraison peut être à 20 mètres de l'orifice de remplissage du granulé. Au-delà de 20 mètres, c'est très déconseillé d'envisager une configuration comme ça. De toute façon, les livreurs vous feront signer une décharge, comme quoi ils ne garantissent pas la qualité du combustible au-delà de 20 mètres. Voilà. Donc nous, le but, c'est vraiment d'être à moins de 20 mètres entre l'espace où le camion va stationner et puis l'espace, l'endroit où la livraison va être connectée, enfin le flexible va être connecté. Et puis un autre exemple d'une chaufferie qu'on a réalisée l'année dernière, qui est à Montferrand en Isère. Là, on était dans le cadre en fait d'une chaufferie où en fait on a une base de production en bois déchiqueté et un appoint et un secours en bois granulé. Donc là, on était dans une situation en fait où le Pays Voironnais, qui est le maître d'ouvrage de l'opération, disposait en fait d'un équipement qui est un foyer logement qui accueille environ 60 studios pour des personnes âgées qui sont en situation d'autonomie. Ce bâtiment-là avait une vieille chaudière fuel composée de 2 chaudières avec de vieilles cuves à fuel, etc. Et en plus, cette chaufferie alimentait 2 bâtiments d'un bailleur social d'Isère. Donc, pendant les études, en fait, il était envisagé plutôt de faire une chaufferie bois déchiquetée et puis d'utiliser l'énergie d'appoint qui était présente, c'est-à-dire le fioul. Et en fait, pendant les études, la cuve a percé. Voilà, c'était vraiment une situation particulière. La cuve à fioul a percé et du coup, tout a été remis en question. On s'est dit, mais attendez, on va remettre des cuves à fioul neuves, on va mettre des chaudières neuves, etc. Mais est-ce qu'on n'essaierait pas de voir une solution 100% bois, 100% énergie renouvelable? Et donc, du coup, le maître d'ouvrage nous a fait confiance et il nous a suivis ensuite après sur cette conception. On a réalisé en fait une chaufferie bois déchiquetée qui utilisait un dévers naturel d'une parcelle qui était près de leur bâtiment, dans le but notamment d'offrir une aire de livraison très adaptée. Donc là, on avait un parking notamment pour le foyer logement. On est venu en prolongement en fait de ce parking. Là, on voit bien, là, il y a le parking. Et là, on a construit le bâtiment en prolongement du parking. Donc là, le but, c'est que le camion arrive ici, en marche avant, il recule, il benne et il repart en marche avant vers son exploitation. Voilà. Donc, on en a profité pour mettre en place des places de parking parce qu'ils avaient un problème de place de parking. On en avait condamné en plus dans le cadre de la réalisation de la chaufferie. Donc, nous, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un maximum de vertus fonctionnelles aussi quand on fait ce projet-là. Il ne faut vraiment pas que ce projet soit, entre guillemets, contraignant pour le maître d'ouvrage. C'est vraiment pas l'objectif. Voilà. Et donc, une fois que cette chaufferie bois déchiquetée a été réalisée, un réseau de chaleur a ensuite été réalisé donc en enterré et est venu en fait dans la chaufferie existante au sous-sol du bâtiment en question. Voilà. Et donc, dans ce bâtiment, dans son sous-sol, on a mis en place un silo granulé textile, que, bon, là, je n'ai pas la photo, mais voilà, qui est présent dans une pièce située à 10 mètres de la chaufferie. Et puis, dans la chaufferie, on a mis en place une chaudière granulée. Cette chaudière granulée, en fait, vient en relève de la chaudière bois déchiquetée, notamment quand il va faire moins 15 degrés sur ce territoire-là.
Il va venir en relève de la chaudière bois déchiquetée si jamais pour X raison elle est en maintenance, elle est en panne. Et puis surtout, elle va également réaliser l'eau chaude sanitaire pendant l'été. Donc on va arrêter la production bois déchiqueté et puis on va mettre uniquement en fonctionnement la production bois granulé pour les besoins d'eau chaude estivaux. Voilà. Donc pour éviter que la chaudière soit constamment en combustion pour des besoins qui des fois sont relativement modestes en été, on a mis en place 3 gros ballons tampons qui vont récolter la chaleur produite par les chaudières et qui ensuite vont les restituer. Ils vont restituer la chaleur ensuite au réseau de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Voilà. Voilà, merci de votre écoute. J'espère avoir été clair et que ça a pu vous intéresser. Merci Pascal pour ce panel d'illustrations. Oui, c'était très clair, je pense. À ce stade, pas de questions sur le chat, donc je pense que ça me paraît plutôt clair dans ce sens. Après, je vais laisser un petit peu de temps aux participants si ils ont des questions, de les exprimer pendant que je transfère donc la diffusion de l'écran, le partage de l'écran vers mon PowerPoint. Voilà. Donc oui, ça paraît très clair. On a des commentaires qui te remercient. Voilà. Avec plaisir. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça. Tac, moi je vais diffuser ma présentation. Voilà, tac. Normalement, ça devrait être bon. Tac. Alors, est-ce que... Non, si c'est bon ou pas spécifiquement. Est-ce que vous voyez bien le diapositive? Pascal, tu peux me dire si tu vois quelque chose ou pas spécifiquement? Oui, ça a l'air de s'afficher en tout cas chez moi. Je pense que ça doit être pareil un peu chez. C'est parfait pour moi aussi. Bon, du coup, très bien. Merci pour votre tour. Donc du coup, pour en revenir au contrat chaleur renouvelable, donc le fameux dispositif qui est en cours au niveau du département ardéchois et qui nous permet donc d'organiser ces événements, à la fois rencontres techniques pour donner de l'information sur les différentes technologies qui permettent la promotion de la chaleur renouvelable en Ardèche. Voilà, donc on a ce dispositif qui est un dispositif de l'ADEME. Le contrat chaleur renouvelable, en fait, est une déclinaison du fonds chaleur. Le fonds chaleur, en fait, c'est un programme, un dispositif qui permet à l'échelle nationale de développer en fait la chaleur renouvelable. Le seul souci avec ce dispositif, c'est que de manière générale, pour pouvoir y prétendre, il faut des installations qui produisent beaucoup de chaleur pour pouvoir bénéficier des aides qui sont attribuées dans le cadre de ce programme-là. Sauf qu'en Ardèche, on est sur un territoire plutôt rural, donc les installations sont plutôt de puissance relativement modérée. On peut appeler ça de petite puissance, comme le disait tout à l'heure Pascal. Donc des puissances qui tournent aux alentours de 100 kW. Du coup, impossible d'avoir accès aux fonds disponibles dans le dispositif de l'ADEME. Donc, ce qu'a fait l'ADEME, c'est qu'elle a décliné ce fonds chaleur en ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat chaleur renouvelable pour que ça s'adapte à l'échelle des territoires. Et donc, pour l'Ardèche, c'était vraiment le cas. Donc, l'idée de ce dispositif, c'est de donner accès à des aides aux différents porteurs de projets, quelle que soit la taille de l'installation prévue. Voilà. Bon, il y aura bien sûr une histoire de production de chaleur, puisque les aides attribuées sont en fonction de la production de chaleur qui va être générée dans un projet. Mais ça laisse quand même des portes ouvertes, on verra tout à l'heure les différents exemples d'aides mobilisables à prendre avec des pincettes parce que chaque projet a ses propres configurations. Mais voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée des investissements et des aides qu'on peut tirer de ce dispositif-là, cumulé avec d'autres. Donc le contrat chaleur renouvelable, c'est en fait un partenariat qui a été mis en place avec un pilotage du département de l'Ardèche
qui assure en fait le portage du dispositif. Donc, le département de l'Ardèche a déposé une candidature auprès de l'ADEME pour donc que ce dispositif soit mis en œuvre sur l'ensemble du territoire. Donc, le rôle du département sur ce programme-là, c'est de le porter, d'assurer donc une coordination entre les différents partenaires donc, que l'on voit ici présents, donc l'ALEC, le syndicat des énergies et FIBOA. Voilà. Et elle fait aussi l'instruction des dossiers et délivre les subventions lorsqu'il y a des demandes dans ce sens. L'ALEC 07, donc l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche que je représente, donc a pour rôle dans ce dispositif-là d'animer un peu le programme, donc d'en faire la promotion en fait, et d'organiser des événements comme ces webinaires. Donc, précédemment, on avait organisé un webinaire sur la technologie du solaire thermique en présence de l'INES. Aujourd'hui, c'est un webinaire sur les réseaux de chaleur et donc pour casser un peu la complexité des réseaux de chaleur, on a fait appel à des experts un peu techniques qui peuvent donner des éléments d'information qui sont accessibles pour tous et permet donc d'avoir une vision globale en fait du fonctionnement des différents systèmes. Voilà. Donc on organise aussi des visites de sites, donc ça j'y reviendrai un petit peu en fin de présentation. On a dans le cadre de ce dispositif donc des moyens qui sont aussi attribués à l'accompagnement des porteurs de projets. Donc l'accompagnement est réalisé par le syndicat des énergies, puisque voilà, ce dispositif est à ce jour uniquement destiné au soutien des projets portés par des collectivités ou des communes, donc des projets d'ordre public. Voilà. Donc, c'est le syndicat des énergies qui assurera la mission d'accompagnement des porteurs des porteurs de projets, pardon, et donc fera des analyses d'opportunités, accompagnera des études à la réalisation d'études de faisabilité ou la recherche de bureaux d'études thermiques, comme le cabinet Cost comme prestataire pour maîtrise d'œuvre. Voilà. Après, donc, je ne sais pas si Mathieu, tu as envie de prendre un peu la parole pour expliquer les différents services que vous pouvez présenter. Je ne vois pas le chat, donc je vais regarder si tu me réponds ou pas. Oui, Mais oui, sinon, après, je peux... je suis là. Je vais essayer de vous partager un écran pour vous présenter un petit peu la mission d'accompagnement des communes sur la réalisation de réseaux de chaleur bois. C'est un petit film qu'on a réalisé qui est très court hein, sur le dossier. Alors, je vais essayer de partager. Vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ouais. Alors, je vais lancer le petit film. Ça marche? Oui, on n'a pas le son. Je ne sais pas s'il y a du son ou pas. Là, on n'a pas le son, Mathieu, au cas où je préfère le préciser. Après, je ne sais pas si toi tu l'as ou pas spécifiquement. Ah, il ne doit pas m'entendre. Non, on n'a pas le son. Bon, c'est pas grave après. On voit déjà les images. On voit les différentes actions que vous réalisez. Après, la vidéo est disponible aussi hein, sur le site du syndicat des énergies. Donc l'idée de la vidéo, c'est de montrer un peu
de manière, comment dire, animée le fonctionnement d'une chaufferie et d'un réseau de chaleur. Donc ça, vous le retrouvez sur le site du syndicat des énergies. N'oublions pas que nous Ça marche, avons la Olivier? possibilité de vendre cette Ah, ça y est, là, on a un peu le son. Ouais. en créant un SPIC. Mais c'est vraiment léger. Bon, du coup, ce qu'on fera, c'est je mettrai le lien pour que les participants puissent y avoir de nouveaux accès. Parce qu'on n'entend pas beaucoup, hein, Mathieu. Comprendre son fonctionnement et son intérêt, vous serez incollable sur le sujet en 2 minutes. Retrouvons Sophie, maire d'une de nos communes, qui souhaite chauffer les bâtiments communaux de manière efficiente. Mais voilà sa problématique. Plusieurs bâtiments de sa commune sont à chauffer. La mairie, l'école, la salle des fêtes, le gymnase, la maison de retraite, les logements communaux. La commune a des installations de chauffage vieillissantes, peu efficaces, polluantes et qui coûtent cher à la commune. Sophie a la solution. Isoler nos bâtiments et passer au bois énergie. Une énergie locale et renouvelable. Une énergie dont le prix est plus stable que celui des énergies fossiles. C'est décidé. La commune de Sophie va isoler et passer à l'énergie bois. Commencer par bien isoler un bâtiment, c'est s'assurer de n'avoir pas de chaleur. Le SDE 07 va lui apporter son expertise, car cela fait 15 ans qu'il assiste les communes dans ce domaine en tant que maître d'ouvrage délégué. Il va aussi lui apporter ses financements pour les travaux d'isolation. Et bien sûr, il y a toujours moyen de trouver une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque commune et à la configuration des lieux. Les avantages sont donc nombreux pour la commune. Découvrons à quoi ressemble un réseau de chaleur bois. Seule chaudière pour toute la commune et donc un seul contrat de fourniture. Le bois énergie, une énergie locale et renouvelable, ont déjà choisi de nombreuses communes d'Ardèche. N'oublions pas que nous avons la possibilité de vendre cette énergie à des privés en créant un SPIC. Voilà, donc est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, oui, oui. On n'a pas beaucoup entendu le son. C'était assez léger, mais on entendait un petit peu. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est on mettra le lien de la vidéo dans le chat et aussi dans comment dire, l'envoi du support. D'accord. Voilà, donc c'était une petite illustration pour montrer un petit peu l'accompagnement qu'on propose aux communes dans le cadre de la compétence maîtrise de l'énergie et conseil en énergie partagée, où on peut assurer donc une maîtrise d'ouvrage déléguée sur des opérations de chaufferie bois. Donc, notamment, on a pu le voir sur la présentation du cabinet Cost, sur les projets de Genestel et Guras, où on a été maître d'ouvrage délégué. Donc, on accompagne donc, du montage du projet jusqu'à la réalisation la commune pour que le projet se réalise dans de bonnes conditions. Donc, on a une rémunération de 3% sur l'ensemble du projet qui nous permet donc de payer un petit peu nos charges voilà, sur un projet tel que ceux qui ont été réalisés. Voilà, donc j'ai pas plus à dire. Après, derrière, s'il y a des porteurs de projets qui sont intéressés, donc à prendre contact avec le syndicat des énergies pour qu'on puisse prévoir un premier rendez-vous pour envisager une qualification du projet et puis un accompagnement plus précis. Très bien, merci. Alors, attends. Hop, je veux te rendre la main, mais je ne sais pas comment on fait. Alors, attends, je vais peut-être pouvoir arrêter. Ah, voilà, c'est ici. Voilà, là, normalement, c'est bon. OK. Hop, et je vais reprendre la main. Merci, Mathieu. Alors, tac. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Donc, le dernier partenaire, vous voyez mon écran? Je suppose que oui, parce que je vois que ça partage. Donc, le dernier partenaire
et en tant qu'acteur local, on a Fibois, donc Dromardèche, qui renseigne sur la ressource bois, l'approvisionnement. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas pu être disponibles, donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit contexte état des lieux de la filière de manière succincte à leur place en début de présentation. Alors, pour la suite. Donc, pour continuer sur le contrat chaleur renouvelable, c'est un programme donc, qui a démarré en 2020 et qui dure environ 3 ans. Donc, il se termine pour 2022. Donc, s'il y a des projets dans les tiroirs, dans les cartons, il faut essayer de les mettre en avant le plus rapidement pour éviter d'arriver en fin de dispositif et ne pas avoir de subvention. Voilà. C'est vraiment des moyens qu'on peut qualifier d'exceptionnels qui permettent de rendre vraiment viables les projets de chaleur renouvelable et notamment tout ce qui fonctionne au bois énergie. Donc, les objectifs chiffrés dans ce dispositif, c'est de sortir 57 projets bois énergie, donc que ce soit des réseaux de chaleur ou des chaudières dédiées à des bâtiments uniques, voilà, et quelques installations solaires thermiques. Mais surtout aussi qu'il y ait une réflexion sur la réduction des consommations d'énergie, comme l'a répété donc, Monsieur Coste, qui disait que bon, c'est bien de mettre du bois et des énergies renouvelables, mais il faut aussi penser à réduire nos besoins à la base. En termes de moyens, du coup, qui sont mis en avant dans ce dispositif-là, on a une enveloppe de 1 300 000 € de subventions qui peuvent être attribuées pour l'aide à l'investissement, donc tout ce qui concerne les travaux d'installation d'un système de production de chaleur. Voilà. Cette aide donc à l'investissement, elle est cumulable avec d'autres dispositifs comme l'aide de la région, les dotations, donc la DSIL, DETR, et éventuellement d'autres dispositifs, mais dans une limite de 80% de financement. Donc aujourd'hui, les aides de la région sont un peu en suspens temporairement. On verra ça un petit peu tout à l'heure, et on verra l'ordre de grandeur que ça peut représenter au niveau des aides et de l'enveloppe attribuable sur un projet de réseau de chaleur. Donc, dans le cadre de ce dispositif, l'accompagnement des communes, pour les communes est proposé donc, par le syndicat des énergies, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Il y a donc une possibilité de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça aussi, il y a une subvention qui est possible à hauteur de 70%. Les études techniques donc, qui peuvent être réalisées par exemple le bureau d'études COST sont aussi subventionnés à hauteur de 70%. Donc tout ça, c'est en plus de l'aide à l'investissement sur l'équipement lui-même. Voilà. Donc le contrat chaleur renouvelable avec quelques exemples de financement, donc forcément pas contractuel parce que c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est des projets qu'on a déjà suivis, qui ont eu un accord plutôt positif de l'ADEME sur les subventions attribuées, qui ne sont pas encore non plus officielles. C'est pour ça que rien n'est contractuel et je ne préfère pas donner de citer le projet donc, dans ce webinaire. Donc l'idée de ce projet-là, c'est un investissement de 120 000 € pour créer un réseau de chaleur entre une mairie et une école, donc une surface globale de 1000 m² dans l'ensemble. Voilà. Donc le réseau de chaleur, il ferait une soixantaine de mètres de long. Voilà. La puissance de la chaufferie, 60 kW. Donc c'est ce que l'on constate généralement en Ardèche. On va tourner aux alentours d'une centaine de kilowatts de puissance parce qu'on n'a pas des gros besoins et des gros bâtiments consommateurs. Et la densité de réseau, donc ce qu'évoquait Monsieur Coste tout à l'heure, qui est le critère le plus regardé du côté de l'ADEME, c'est savoir si on a suffisamment de chaleur produite et qui sera diffusée en fonction de la longueur du réseau. Donc là, on a plutôt une bonne densité. Et par rapport à l'investissement donc, qui est prévu dans un projet de cette ampleur-là, on a une aide de l'ADEME estimée aux alentours de 37%.
quand même. Voilà. Donc 42 000 euros, sur lequel s'ajoute potentiellement l'aide de la région. Donc aujourd'hui, la région a mis en suspens son dispositif pour le réajuster, comment dire, le revoir un petit peu et voir ce qui serait pertinent à mettre en œuvre. Donc sur un projet comme celui-ci, à la base, il y avait une aide à hauteur de 35 000 euros, presque 30% d'aide complémentaire. Aujourd'hui, c'est en stand-by jusqu'à nouvel ordre, donc normalement, ça sera juste temporaire, mais il n'y a pas de raison que ce dispositif ne soit pas de nouveau ouvert. Donc le contrat chaleur renouvelable, c'est vraiment l'aide de l'ADEME qui va être mise en avant. C'est pour ça que je l'ai un peu mis en jaune. Les autres aides, c'est du complément qu'il faut aller chercher et qui permet d'atteindre un certain niveau de subvention qui est quand même pas mal intéressant. Donc le projet qui est présenté ici, lorsqu'on fait appel aussi aux dotations de l'État, on arrive quasiment à 70-80% de subvention. Donc sur 120 000 euros d'investissement initial, le reste à charge pour la commune, la collectivité, 28 000 euros, ça reste quand même une opportunité qui me semble nécessaire de saisir si on veut aujourd'hui changer notre façon de faire au niveau du chauffage et notre dépendance aux énergies fossiles de manière générale. Donc c'est pas parce qu'on a un réseau de chaleur qui fonctionne au bois on fonctionne complètement au bois. Des fois, on peut avoir un soutien, un secours avec un système de chaudière fuel, comme le disait tout à l'heure dans les commentaires Mathieu Martin, ou alors même au gaz de ville ou gaz propane si on a déjà un équipement existant et ça permet de faire le complément. Les aides calculées dans le contrat chaleur renouvelable en fait dépendent de la chaleur produite et aussi de la longueur du réseau. Voilà. Donc, dans le cadre de ce projet pour la mairie plus l'école de cette commune, on a une production sortie chaudière donc de 74 MWh. Et en fait, pour savoir à peu près l'aide à laquelle on va prétendre, c'est vraiment un ordre de grandeur. C'est pour vous expliquer comment on va calculer tout ça. Donc, en fonction de la production de chaleur qui va être fournie par le système, on va le multiplier par le forfait attribué. Donc, si on est compris entre 0 et 600 MWh, ce qui est notre cas ici, on a un forfait de 13 euros par MWh qu'on va multiplier par 74, qu'on va multiplier par 20, et ça nous donne approximativement ce montant de subvention attribué par l'ADEME. Dans le cas d'un réseau de chaleur, on aura donc en fonction de sa longueur un forfait attribué et en fonction du diamètre de ce réseau. Donc dans ce projet-là que je suis en train de vous présenter, il y a un réseau avec un diamètre nominal de 30. Voilà, donc ici dans les forfaits réseau de chaleur, donc avec un diamètre nominal inférieur à 65, on a un forfait de 331 euros par mètre de réseau de chaleur. Donc on fait une multiplication de 331 par 66 et ça rajoute en fait des aides complémentaires dans le forfait distribué par l'ADEME. Voilà. L'aide de la région, elle tourne aux alentours de 30-40% du projet et l'aide des dotations, 20-40% également. Voilà, donc après, il va falloir jongler entre les différents dispositifs pour ne pas dépasser les fameux 80% de subvention. Donc ça, c'est pour un projet plutôt petit, on va dire, à l'échelle d'une petite commune qui envisage éventuellement le changement d'énergie. J'ai pris un deuxième exemple d'un projet qu'on a suivi récemment également, que le syndicat des énergies a accompagné également et qui a été présenté en demande de subvention auprès de l'ADEME. Donc, projet plus conséquent avec une surface à chauffer qui, ce coup-ci, avoisine les 2500 mètres carrés. La production de chaleur, là, ce coup-ci, elle est quasiment 3 fois plus élevée que tout à l'heure. Et la puissance de la chaufferie, beaucoup plus conséquente également. Donc, les projets en Ardèche vont osciller généralement entre une cinquantaine à presque 200 kW de puissance. Ça peut aller au-delà, bien évidemment. Ça va dépendre en fait des bâtiments qui seront autour de la chaufferie à réaliser, à concevoir. Voilà, mais dans l'idée, c'est plutôt dans ces ordres de grandeur-là. Et c'est pour donner un ordre de coût, un ordre d'investissement, voilà, un ordre de montant d'investissement. Donc la densité du réseau de chaleur qui était prévu dans ce projet-là, 2,89 MWh
par mètre de réseau. Donc, c'est vraiment une super densité là. Donc, c'est vraiment très favorable et donc ce projet-là avait tout intérêt à s'orienter vers une autre énergie. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que dans ce projet, là, il y a l'aide de l'ADEME estimée. Donc, c'est en fonction de la chaleur produite, mais vu que le réseau est un peu petit en termes de dimension, l'aide n'est pas non plus très conséquente par rapport à l'investissement général. L'aide de la région, elle, par contre, elle était un petit peu plus élevée sur ce projet. Et là, bon, je ne sais plus pourquoi, mais on n'avait pas l'aide des dotations de l'État. Donc ça, bon, peut-être que j'aurai peut-être d'autres infos à communiquer lorsque j'enverrai la présentation aux différents participants. Voilà. Donc, si vous avez un projet et que donc, vous souhaitez savoir qui contacter, vers qui vous tournez, donc si c'est des questions d'ordre d'éligibilité, si c'est vraiment, on est vraiment au premier questionnement, à la première réflexion, ça sera donc l'ALEC 07 qui sera la structure référente qui pourra donc déjà par téléphone, par échange interposé, identifier si votre projet rentre dans le contrat chaleur renouvelable. Si on est dans une phase déjà où on a déjà bien avancé, on veut être plus accompagné et faire éventuellement un dépôt de subvention, de demande de subvention, pardon. Du coup, c'est vers le syndicat des énergies qui sera l'interlocuteur à contacter. Et en cas de questions sur un dossier qui a été déposé et comment dire, de récupération du montant de subvention qui vous a été alloué, du coup, là, il faudra se tourner vers pas le syndicat, le département de l'Ardèche. Donc, trois interlocuteurs selon l'étape à laquelle on se situe dans votre projet. Donc voilà, pour ce webinaire, là, je pense qu'on a fait le tour. On a eu pas mal d'éléments techniques, économiques qui ont été mis en avant. Donc je remercie le Bureau Cost ainsi que le syndicat des énergies pour leurs interventions. Et donc s'il y a besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter dans le chat. J'essaierai de vous y répondre en fin de présentation. 2 dates à retenir. Donc, il y a, si on veut voir un peu des choses de manière un peu plus concrète, il y a la visite du réseau de chaleur de Vaucance qui est organisée semaine prochaine, voilà, donc le matin. Et sinon, si le délai est un peu court, on a également une visite du réseau de chaleur des Vences qui est prévue début décembre. Donc l'idée, c'est voilà, de vraiment se familiariser avec la technologie, d'avoir aussi le recul et le retour d'expérience des porteurs de projets. Donc j'essaye de faire intervenir lors de ces visites le maire qui a suivi le projet, l'agent technique qui fait le suivi pas quotidien mais hebdomadaire ou mensuel. Ça va dépendre en fait de la taille de l'équipement. Et également les structures qui ont suivi le projet d'un point de vue technique, donc le syndicat des énergies et le bureau d'études qui est associé. Voilà. Donc voilà, merci pour votre attention. J'ai mis quelques documentations qui peuvent être intéressantes à consulter. Donc pour vous aider dans votre réflexion sur les réseaux de chaleur et d'autres exemples à l'échelle plutôt nationale de mémoire, donc pour de la documentation qui peut vous aider à orienter un peu votre réflexion. Donc je vais regarder s'il y a des questions. Hop. Pourquoi j'arrive pas, voilà. Non, je vois pas le chat, donc là on va arrêter le partage. Tac, et donc là c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Donc, hop, bon, c'est très bien, on a des informations sur la décile. Donc, hop, a priori, pas de dotation à décile, car la commune a bénéficié d'une dotation sur d'autres domaines. OK. Donc, sur le projet que j'ai présenté où il n'y avait pas d'aide de la décile, comme l'a précisé Mathieu Martin, c'est parce qu'il y a eu ce dispositif a déjà été mobilisé sur d'autres projets et donc, du
coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de complément. Donc, on a une question peut-être de M. Schoss, je vais lire. Ne pourrait pas être présent à la visite, ok. Ok. Donc là, c'est pour surtout avoir la présentation. Donc, très bien. Bon, même pas de questions, apparemment. Donc, je vais faire passer les supports. Je remercie vraiment le Bureau Cost et le Syndicat des énergies pour leur contribution. Et ben voilà, j'espère qu'on va essayer de réorganiser cet événement. Je pense courant de l'année prochaine, parce que là, il n'y a pas eu trop de participants. Je pense que c'est dû notamment à la communication qui a été faite pendant les vacances. Il y a eu un petit raté de mon côté. Et je pense qu'on va essayer de répéter ce format-là, voilà, si tout le monde semble plutôt satisfait. Donc, on a une dernière question, c'est quel dernier délai pour déposer un dossier? Voilà, ok. Donc, voilà, Mathieu vient de répondre. On a un comité d'engagement prévu pour fin de mois, donc voilà. Bon, de mon côté, je n'ai pas d'autres commentaires. Il y a peut-être M. Schoss qui souhaite avoir des infos. Après, vu qu'on n'est pas beaucoup, je pense que vous pouvez aussi poser vos questions en direct, ou ouvrir vos micros et échanger directement. Ça peut être faisable. Ok. Ah, donc oui, pour un dossier, là, il y en a un comité d'engagement à la fin du mois, mais ce ne sera pas le dernier. Il y en a encore, il y en a au fil de l'eau, en fait. C'est en fonction des dossiers qui seront présentés. Du coup, pas d'urgence non plus en cette fin d'année. C'est sûr que si vous avez les éléments pour la fin du mois, ce sera bien pour que le dossier soit présenté en comité d'engagement durant une rencontre durant laquelle on aura le département qui sera présent, l'ADEME pour débattre un petit peu des projets présentés et des aides attribuées. Après, derrière, ce ne sera pas le dernier comité d'engagement. Il y en aura d'autres certainement au printemps 2022 et au fil de l'eau. Bon, après, c'est sûr qu'il faut essayer de faire sortir tout ça avant la fin du dispositif qui est normalement de mémoire prévue fin octobre 2022. Voilà. Donc, j'attends de voir s'il y a d'autres remarques et sinon, ben, on pourra clôturer. Très bien. Eh bien, merci à tous. Bonne journée à tout le monde et à bientôt donc, pour de nouveaux événements. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, c'était super. Moi, je pense que c'était super.